Kellen Royce était penché sur le bureau de son petit bureau à l'arrière de son atelier de soudure. L'horloge sur le mur indiquait 23h42, mais les chiffres étaient à peine enregistrés. Seuls les chiffres sur l'écran de l'ordinateur comptaient. Maintenant, il se frottait le visage de ses mains calleuses, sentant la barbe qui avait poussé tout au long de la journée. QuickBooks n'a pas menti. Après les calculs de ce soir, ils avaient économisé 46 732 $ pour l'opération du brillet. Pas assez, mais en s'approchant, encore 3 mois de journée de 16 heures et ils auraient les 60 000 $ nécessaires à l'intervention. Le cœur de son fils n'attendrait pas plus longtemps que ça. La porte d'entrée du magasin s'ouvrit brusquement, puis se referma. Monica était rentrée tard. Encore une fois ici, appelait-il sans lever les yeux de l'écran. Son parfum lui parvint avant qu'elle ne fasse quelque chose de nouveau, quelque chose de cher, quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Comptant toujours les centimes, Monica s'appuya contre le chambranle de la porte. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules et son maquillage avait l'air fraîchement appliqué, pas l'apparence d'une personne revenant d'une garde d'infirmière de 12 heures. S'assurant qu'on en avait assez pour la préparation de Briard le mois prochain, Kellen a sauvegardé une feuille de calcul et a fermé l'ordinateur portable. T'es où rentrest? J'ai pris un service supplémentaire au bar avec Loretta. Monica roula des yeux. Ne commence pas, Kellen. J'avais besoin d'un verre après avoir eu affaire à des patients toute la journée. Certains d'entre nous ne peuvent pas se cacher dans un atelier. Cachez-vous. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Je travaille 60 heures par semaine pour sauver la vie de notre fils et j'étouffe. La voix de Monica est brisa. Chaque conversation porte sur l'argent ou sur l'état de Briard, ou quel médecin a dit que j'avais parfois besoin d'air. Kellen tenait sa chaise grattant le sol en béton. Tu penses que non. Tu penses que j'aime regarder notre fils lutter pour respirer après avoir monté 3 marches. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire alors? Monica le regardait, ses yeux ne reflétant plus rien de ce qu'il reconnaissait. Je voulais dire qu'il y a tout un monde là-bas et que nous sommes noyés sous les factures médicales et les inquiétudes. J'ai 35 ans, Kellen. Quand est-ce que je pourrai vivre? Quand le cœur de notre fils fonctionne correctement, quand nous n'avons pas besoin de vérifier ses ongles tous les matins, quand je n'ai pas besoin d'emporter un DEA partout où nous allons. La voix de Kellen tomba à peine au-dessus d'un murmure. C'est quand? Et si cela n'arrive jamais, que se passera-t-il alors? La question restait entre eux, une ligne que Kellen refusait de franchir. Cela arrivera, nous y arriverons. Le rire de Monica n'avait aucun humour. Toujours la marine, toujours la mission. Qu'en est-il de ce dont j'ai besoin? Qu'en est-il de ce dont Brier a besoin? Elle se détourna, sortant son téléphone de son sac à main. Une notification textuelle a illuminé l'écran et elle l'a rapidement retourné face cachée. « Je vais me coucher », dit-elle sans croiser son regard. « Ne me réveille pas quand tu montes. » Kellen la regarda partir. Sentir la distance qui les sépare est quelque chose de vaste et d'infranchissable une fois qu'ils ont été une infirmière d'équipe et un guérisseur et protecteur marin, unis dans leur amour l'un pour l'autre et le bébé miracle qu'on leur a dit qu'ils n'auraient jamais. Maintenant, ils étaient désormais des étrangers, partageant une hypothèque et l'avenir incertain d'un enfant. Kellen ferma le bureau et traversa l'atelier sombre. Ses doigts traînèrent sur une sculpture en métal à moitié finie, un colibri qu'il fabriquait pour le prochain anniversaire de Briard. L'enfant adorait regarder les petits oiseaux à la mangeoire devant sa fenêtre, a déclaré. Il lui rappelait que les petites choses pouvaient aussi être fortes. À l'étage de leur appartement au-dessus du magasin, Kellen ouvrit doucement la porte de Briard. La veilleuse projetait une douce lueur sur la forme endormie de son fils. Le bip rythmique du moniteur cardiaque constituait la bande sonore de leur vie, un rappel constant du temps emprunté où la poitrine de Briard se soulevait et s'abaissait de manière inégale. Sa petite main serrait son tigre en peluche, celui que Jessa lui avait offert à Noël dernier. Kellen résista à l'envie de le réveiller, d'entendre sa voix, de se rassurer que ce soir n'était pas la nuit où ils allaient le perdre. Au lieu de cela, il ajusta doucement la couverture et repoussa les cheveux noirs, si semblables à ceux de Monica, de son front. « Nous allons nous en sortir, mon pote, » murmura-t-il. « Je promets. » Dans leur chambre, Monica faisait semblant de dormir, sa respiration trop mesurée pour être authentique. Kellen se changea dans le noir et se glissa sous les couvertures, maintenant ainsi la frontière invisible qui s'était formée entre eux. La dernière chose qu'il vit avant de fermer les yeux fut la lueur du téléphone de Monica, alors qu'elle le vérifiait sous les couvertures, son visage illuminé par un message qui la faisait sourire, quelque chose qui n'avait pas pu lui faire depuis des mois. Le clou rouillé était plus occupé que d'habitude pour un jeudi soir. Kellen ne serait pas là du tout si Jessa n'avait pas insisté pour regarder le briller afin qu'il puisse assister à une collecte de fonds pour les vétérans. Il a bu sa seule bière au bar, écoutant à moitié le groupe et bavardant avec d'autres anciens militaires,
tout en gardant un œil sur l'heure. Il avait promis d'être à la maison à 9 heures. Surpris de vous voir ici, l'étranger Kellen s'est retourné pour trouver Loretta Flynn glissant sur le tabouret à côté de lui. Le cousin de Monica avait les mêmes cheveux noirs et les mêmes traits pointus, mais là où le visage de Monica était autrefois chaleureux, celui de Loretta ne faisait que calculer, soutenant simplement la cause, a-t-il déclaré en désignant la bannière faisant la promotion de la collecte de fonds pour les anciens combattants. Je ne savais pas, tu travaillais ici 3 soirs par semaine. Loretta a fait signe au barman de lui donner du whisky. Monica, pas avec toi à la maison avec Brié. Le mensonge est venu facilement. Monica avait envoyé un texto disant qu'elle travaillait tard. C'est la 3e fois cette semaine que les sourcils de Loretta se sont arqués. C'est drôle, elle était ici il y a quelques heures. La bouteille dans la main de Kellen s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Ce doit être une autre infirmière nommée Monica. Le sourire de Loretta n'atteignait pas ses yeux, à moins qu'il y ait une autre infirmière avec ce petit tatouage de cœur sur son poignet, qui se trouve être mariée à un soudeur nommé Kellen. Kellen posa sa bière, sentant quelque chose de froid glisser. Moi. Vous m'apprend à souder de petites choses. Relief leef sur Kellen. Au moins dans ce cas, il n'avait pas échoué. Papa Brié a demandé. Tu aimes toujours maman? La question que Kellen évitait depuis des mois. A-t-il toujours aimé Monica, la femme qui avait partagé son lit, avait donné naissance à son fils, se tenait à côté de lui à travers des années de crise médicale, ou que Monica est morte le jour où elle a choisi Paris plutôt que leur famille? Je me soucierai toujours de ta maman, a-t-il dit attentivement. Elle m'a donné vous et c'est le meilleur cadeau que l'on m'ait jamais offert. Ce n'était pas vraiment une réponse, mais cela semblait satisfaire Brié, qui a hoché la tête et est retourné à ses devoirs. Cette nuit-là, après que Brié dormait, Kellen a appelé le dépôt de Jess à Monica pour la garde partielle. Il a dit sans préambule, Loretta est venue me prévenir ou me menacer, je ne sais pas laquelle. Pourrait-elle faire ça? Après ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. J'ai besoin d'un avocat. Kellen passa une main dans ses cheveux. Je ne peux pas le perdre. J'ai ça, je ne peux pas, tu ne le feras pas. Sa voix était ferme. Aucun juge ne donnerait la garde à quelqu'un qui a abandonné son enfant et ne lui a volé. Il pourrait. Si je ne peux pas le prouver, les dossiers bancaires montrent un transfert qu'elle pourrait prétendre que j'ai approuvé. C'est un mot contre le mien. Ensuite, nous trouverons la preuve. La détermination de Jess est passée par le téléphone et vous n'êtes pas seul dans ce domaine, Kellen. N'oubliez pas qu'après avoir raccroché, Kellen s'est assis à son bureau en regardant le dossier des factures médicales et des relevés bancaires. Il avait organisé des preuves de la trahison de Monica, dispersées parmi les preuves de la reprise de Briard. L'amertume et la joie ont entrelacé qu'il ait ouvert son ordinateur portable et a commencé à chercher des avocats en droit de la famille. Quoi qu'il en soit ensuite, il serait préparé. Monica leur avait pris suffisamment. Elle ne prendrait pas Brié aussi. La lettre de l'avocat de Monica est arrivée 3 jours plus tard. Un langage officiel et impersonnel demandant une garde physique conjointe, des droits de décision égaux et une division équitable des responsabilités parentales. Kellen l'a lu 2 fois puis a appelé l'avocat qu'il avait consulté le lendemain de la visite de Loretta. Il se déplace rapidement, a observé l'avocat Daniels. Mais nous nous attendions à cela. Avez-vous rassemblé la documentation? J'ai demandé des enregistrements bancaires, des messages textes, tout ce que je pouvais trouver. Kellen avait passé des heures à peindre à travers des enregistrements numériques, à imprimer des courriels et à organiser des preuves de l'abandon de Monica. Et l'enregistrement. Kellen hésita. Je ne l'ai pas encore écouté. L'enregistrement en question provenait de leur système de sécurité domestique, une caméra que Kellen avait installée dans le salon après une effraction 2 ans plus tôt. Il avait capturé les conversations téléphoniques de Monica avec Rémi et Loretta dans les semaines précédant son départ. Kellen n'avait pas pu se résoudre à regarder les images, sachant qu'elle ne ferait qu'approfondir la blessure. Vous devez le revoir, a conseillé Daniels. Nous devons savoir exactement ce qu'elle a dit à propos de Brié, sur l'argent. Les juges prennent l'abandon des enfants très au sérieux, mais l'exploitation financière encore plus. Cette nuit-là, après que Brié dormait, Kellen a assis son ordinateur portable avec un gobelet de whisky et a joué le premier enregistrement. La vue de la caméra englobait la majeure partie du salon, y compris le canapé où Monica assit un téléphone à l'oreille. Il est obsédé par la chirurgie, qu'elle disait sa voix basse mais claire. C'est tout ce dont il parle, tout à quoi il pense, comme celui de Briard, juste un problème à résoudre. Une pause pendant qu'elle écoutait celui qui était de l'autre côté, et probablement Loretta. Bien sûr, je tiens à ce que Brié s'améliore, mais que se passe-t-il s'il ne le fait pas? Et si nous dépensions chaque centime dont nous disposons et qu'il continue à s'arrêter? Je ne peux pas vivre comme ça, en attendant toujours que l'autre chaussure tombe. Kellen a avancé rapidement à travers plusieurs conversations similaires,
son estomac se retournant alors que Monica démantelait systématiquement leur vie à quelqu'un qui encourageait ses pensées les plus sombres. Puis il a découvert que la conversation avait tout changé. Rémi dit que nous pourrions partir la semaine prochaine. Monica disait de l'excitation dans sa voix. Il a trouvé cet appartement magnifique à Montmartre. C'est comme quelque chose d'un film. Une autre pause. Je sais, mais l'argent reste là. Kellen est si prudent avec ça, il en ajoute un peu chaque mois, comme une sorte d'écureuil. Pendant ce temps Rémi dit que son ami a doublé son investissement en 3 mois. Sa voix devint défensive. Ce n'est pas du vol si je dois le rembourser avec intérêt. L'opération de Briey n'est même pas encore prévue. Kellen a mis la vidéo en pause tout en montant dans sa gorge. Pas de vol. La vie de leur fils ne valait pas la peine d'attendre un retour sur investissement. Il se força à continuer à regarder. Ce qu'il verrait ensuite deviendrait la pièce maîtresse de sa défense de garde. Monica rigole en décrivant l'état de Briard à Rémi. Ce n'est pas si grave. Elle disait que les médecins envisagent toujours le pire des cas, cette urgence selon laquelle il est en train de mourir depuis 4 ans, selon eux. Et il est toujours là. Les enfants, guérissez vite. Au moment où nous reviendrons. De toute façon, il aura probablement surmonté la moitié des problèmes. Surmonté une malformation cardiaque congénitale. L'ignorance médicale était stupéfiante, surtout de la part d'une infirmière. Mais c'était le ton dédaigneux, les citations aériennes autour de la mort, qui brisèrent tout doute persistant dans l'esprit de Kellen. Ce n'était pas une mère temporairement brisée par le stress et l'inquiétude. C'était quelqu'un prêt à jouer avec la vie de son enfant pour une romance parisienne. Kellen a sauvegardé les clips les plus accablants et les a transmis à l'avocat Daniels. Puis il a versé un autre whisky et a essayé de réconcilier la femme dans les vidéos avec la mère qui apportait désormais des cadeaux au Briey et l'aidait à faire ses devoirs 3 fois par semaine. Le lendemain, Monica est arrivée pour sa visite habituelle, ignorant que Kellen avait vu les images. Elle a accueilli Briey avec son enthousiasme typique, lui a présenté un nouveau livre sur les colibris et s'est installée pour l'aider dans un projet artistique pour l'école. Kellen l'observait depuis la cuisine, la voyant avec de nouveaux yeux, la manière douce dont elle aidait Briard à tenir les ciseaux, la patience pendant qu'elle expliquait comment faire un pli approprié, le véritable plaisir d'eux. Ces tentatives maladroites d'origami. Était-ce la même femme qui avait si durement rejeté sa condition, qui avait volé son avenir pour un fantasme? Ou cette performance était-elle un acte destiné à convaincre un juge? C'était une mère dévouée qui avait commis une terrible erreur. « J'ai besoin de te parler », dit-il. Quand Briey est allé se laver les mains en privé, Monica l'a suivi jusqu'au petit balcon de la cuisine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Briey semble bien. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de votre avocat. Kellen garda es aveugsneutre. Vous intentez une action en garde partagée. L'expression de Monica se durcit légèrement. Je préfère y voir une formalisation de notre arrangement. Vous avez dit clairement que vous n'envisageriez pas de me laisser revenir complètement dans la vie d'un Bruyère sans une ordonnance du tribunal. Tu l'as abandonné, lui rappela Kellen. Tu as volé l'argent de son opération. Tu es parti sans dire au revoir, et maintenant tu penses que tu mérites une garde égale. J'ai commis une terrible erreur, a reconnu Monica, une erreur que je regretterai pour le reste de ma vie. Mais je suis toujours sa mère. J'ai des droits, des droits. Kellen a ri sans humour. Vous avez perdu ses droits lorsque vous avez choisi Paris plutôt que son opération cardiaque. J'ai changé, insista Monica, la femme qui a fait ça. Ce n'était pas moi, pas le vrai moi. J'étais dans un endroit sombre, prenant des décisions par désespoir et par peur. Garde-le pour le juge. Kellen, retourne à l'intérieur pour ce que ça vaut. Je n'allais pas te combattre en visite. J'allais te laisser faire partie de sa vie de manière limitée. Mais si tu insistes, si tu essaies de me l'enlever, même à temps partiel, je te combattrai avec tout ce que j'ai. Je ne veux pas te l'enlever. La voix de Monica s'éleva de frustration. Je veux que nous soyons coparentaux. Je veux qu'il ait ses 2 parents dans ces 2 maisons. Il a une maison, dit fermement Kellen, ici avec moi, le parent qui est resté. Avant que Monica puisse répondre. Briey est revenu les mains propres et impatient de poursuivre son projet. La conversation prit fin, mais les lignes de bataille étaient tracées. 2 semaines plus tard, ils se sont affrontés dans une salle d'audience. Monica portait une robe conservatrice. Ses cheveux tiraient en arrière l'image de la contrition et du dévouement maternel. Kellen portait le seul costume qu'il possédait, acheté il y a des années pour le mariage d'un ami. À côté de lui était assis l'avocat Daniels, à côté d'elle, un avocat raffiné d'un cabinet. Kellen ne pouvait pas se permettre votre honneur. L'avocat de Monica a commencé. Ma cliente a commis une grave erreur de jugement au cours d'une période de détresse émotionnelle extrême.
Elle n'a montré que des remords depuis son retour et a été une présence positive constante dans la vie de son fils au cours des 3 derniers mois. Nous demandons au tribunal de reconnaître ses droits parentaux et d'accorder une garde physique conjointe avec un pouvoir de décision égal pour les 2 parents. Le juge Lavigne, une femme sévère d'une 60aine d'années, a étudié Monica avec ses lunettes de lecture. Madame Royce, vous avez quitté le pays pendant que votre enfant mineur j'attendait une opération cardiaque, n'est-ce pas? Oui, la voix de Monica était calme mais ferme. Je souffrais de ce que mon thérapeute a depuis diagnostiqué comme un épuisement professionnel et une dépression situationnelle. J'ai commis une erreur catastrophique que je travaille tous les jours pour rectifier et les fonds que vous avez transférés ont été spécifiquement économisés pour l'intervention médicale de votre fils. J'ai été induit en erreur par quelqu'un en qui j'avais confiance. La fraude en matière d'investissement est un problème distinct. Le juge Lavigne l'a souligné. Nous sommes ici pour déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Quand ce fut le tour de Kellen, l'avocat Daniels présenta les preuves qu'ils avaient rassemblées. Les relevés bancaires montrant le transfert, les messages textes entre Monica et Rémi préparant leur départ, et le plus accablant de tous, les images de sécurité pendant que l'enregistrement était diffusé dans la salle d'audience. La voix de Monica niant l'état de Briard, riant des pires scénarios du médecin, insistant sur le fait que les enfants guérissaient rapidement. Le visage de Monica. Décoloré, murmura-t-elle frénétiquement à son avocat, qui avait l'air de plus en plus inquiet. Votre honneur, a conclu Daniels. Madame Royce a abandonné son enfant médicalement fragile, a volé des fonds spécifiquement destinés à une intervention chirurgicale vitale et a fait preuve d'un mépris total pour l'état de son fils. Monsieur Royce a été une présence stable et constante dans la vie de Briard. Il a trouvé un financement alternatif pour l'opération, a pris soin de leur fils tout au long de sa convalescence et a conservé une maison et une entreprise malgré les actions de Madame Royce. Nous avons demandé au tribunal d'accorder à Monsieur Royce la garde légale et physique exclusive, avec la visite supervisée de Madame Royce. À la discrétion de Monsieur Royce, le juge Lavigne a étudié les 2 parents avant de parler. Ce tribunal voit d'un mauvais œil l'abandon parental, quelles que soient les circonstances. Lorsque cet abandon inclut une exploitation financière mettant directement en danger la vie de l'enfant, cela devient extrêmement grave. Elle se tourna vers Monica. Madame Royce, vos qualifications d'infirmière rendent votre rejet de l'état de santé de votre fils particulièrement troublant. Vous le saviez mieux, mais vous avez choisi de donner la priorité à une relation avec, elle a jeté un coup d'œil à ses notes, un influenceur de voyage Instagram plutôt qu'à la santé de votre fils. Votre honneur, s'il vous plaît. Monica commença à pleurer sur son visage. J'ai changé. Je suis en thérapie. Je reconstruis ma vie autour de Brier. Action lourde de conséquences, Madame Royce. La voix du juge Lavigne était ferme mais pas méchante. Sur la base des preuves présentées, ce tribunal accorde la garde légale et physique exclusive à Kellen Royce. Madame Royce étant autorisée à effectuer des visites surveillées 2 fois par semaine, organisées et supervisées par un superviseur nommé par le tribunal, et non par des membres de sa famille ou des amis. Monica s'est effondrée sur son siège, le visage dans les mains. Son avocat posa une main réconfortante sur son épaule. Se préparant déjà à faire appel, Kellen ne ressentait aucun triomphe, seulement du soulagement et un épuisement profond. La victoire était creuse, nécessaire pour protéger Briard, mais néanmoins douloureuse. Aucun enfant ne devrait avoir à apprendre qu'un tribunal a jugé l'un de ses parents inapte à s'occuper de lui. À l'extérieur de la salle d'audience, Monica le rattrapa alors qu'il partait. Ce n'est pas fini, dit-elle, sa voix rauque à cause des pleurs. Je ferai appel. Je continuerai à me battre jusqu'à ce que je récupère mon fils. Il n'est jamais parti, répondit calmement Kellen. Tu l'étais. J'ai fait une erreur? Non, Kellen lui faisait entièrement face. Une erreur est d'oublier de venir le chercher à l'école ou de manquer un rendez-vous chez le médecin. Ce que vous avez fait était un choix, une série de choix faits jour après jour qui ont abouti à l'abandon et au vol. Alors tu ne me pardonneras jamais, ne me laisseras plus jamais être sa mère. Tu seras toujours sa mère, Monica. Rien ne peut changer cela. Kellen s'adoucit légèrement et il a besoin de toi dans sa vie, mais à des conditions qui le protègent de ne plus jamais être blessé de la sorte. Les visites supervisées au tribunal 2 fois par semaine sont une blague, cracha Monica. C'est mon fils. Alors prouvez-le que Kellen a défié, pas avec des cadeaux, des larmes ou des manœuvres juridiques. Prouvez-le avec cohérence, avec fiabilité, en faisant passer ses besoins avant vos désirs. Dans 6 mois, nous pourrons revoir l'arrangement. Si vous avez montré qu'on peut vous faire confiance. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, se dirigeant vers l'endroit où Gesso attendait avec Brier dans sa classe de maternelle. Aujourd'hui, c'était une demi-journée d'école et ils avaient prévu une visite au musée des sciences pour célébrer le dernier examen cardiaque de Briard. Brier poserait des questions sur la comparution devant le tribunal.
Il voudrait savoir si quelque chose changerait avec les visites de sa mère. Kellen devrait trouver les mots justes pour expliquer la décision du juge sans diaboliser Monica ni donner de faux espoirs à briller. Mais pour l'instant, regardant le visage de son fils s'éclairer lorsqu'il aperçut Kellen marchant dans le couloir de l'école, il s'autorisa à ressentir la première vraie paix qu'il avait connue depuis des mois. Briller était en sécurité, légalement et physiquement. Son cœur guérissait et, d'une manière ou d'une autre, malgré tout, ils avaient trouvé un moyen d'avancer. Une semaine après l'audience sur la garde à vue, Loretta s'est présentée à l'atelier de soudure. À l'improviste, Kellen finissait une balustrade personnalisée pour un client de longue date, des étincelles jaillissaient alors qu'il rectifiait les aspérités. Il ne la remarqua pas jusqu'à ce qu'il éteigne le broyeur et lève son écran facial. « Jésus !» s'est-il exclamé, surpris de la trouver debout juste à l'extérieur de la zone de sécurité. « Depuis combien de temps es-tu là ? » « Assez longtemps pour voir que tu es toujours bon dans ce que tu fais. » Loretta regarda autour du magasin avec une appréciation réticente. L'endroit semble plus occupé que la dernière fois que j'étais ici. Kellen posa ses outils et ôta ses gants. Si vous entendez parler de l'affaire de garde de Monica, c'est fait. Le juge a statué. Fin de l'histoire. Pas assez d'histoire pour Monica, elle est dévastée par Kellen. Loretta, à peine fonctionnelle, le suivit jusqu'à son bureau à l'arrière du magasin. Elle a fait une erreur. Arrêtez de dire que c'est une erreur. Kellen l'interrompit. Sa patience était à bout. Une erreur est accidentelle. Ce qu'elle a fait était délibéré. Très bien. Elle a pris une terrible décision dans un moment de faiblesse et de désespoir. Loretta s'appuya contre le cadre de la porte. Mais elle est toujours la mère de Briard. Elle mérite une autre chance. Le tribunal n'était pas d'accord. Kellen s'assit à son bureau et commença à examiner les factures, délibérément dédaigneux. Et je n'annule pas la décision d'un juge parce que les sentiments de Monica sont blessés. Il ne s'agit pas seulement de ses sentiments. La voix de Loretta se durcit. Il s'agit d'un garçon qui a besoin de sa mère, d'une famille qui pourrait guérir si vous dépliez un peu votre cou bien pensant. Mon Kellen s'est arrêté, a pris une profonde inspiration. Je n'aurai plus cette conversation. Monica reçoit des visites supervisées 2 fois par semaine. C'est plus que généreux, compte tenu de ce qu'elle a fait. Et si elle faisait le ménage, si elle prouvait qu'elle était stable, fiable, digne de confiance, envisageriez-vous davantage ? Puis Kellen leva les yeux, se méfiant du changement de ton. Peut-être avec le temps, mais cela prendrait des mois, voire des années, d'efforts constants, sans larmes ni promesses. Loretta hocha la tête comme si elle prenait une décision. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une clé USB. Monica ne sait pas que je suis là. Elle me tuerait si elle savait que je te montre ça. Qu'est-ce que tu as besoin de voir ? Elle a placé une clé USB sur son bureau. Ça date d'après son retour de Paris. Elle restait avec moi pendant que je cherchais un appartement. Je ne suis pas intéressé par une histoire sanglante. Regarde-la, Kellen. La voix de Loretta était inhabituellement sérieuse. Puis décidez si vous pensez toujours qu'elle mérite d'être exclue de la vie de Briard. Après son départ, Kellen a longuement regardé la clé USB. Une partie de lui voulait le jeter sans le voir. Il en avait assez vu les justifications et les excuses de Monica au tribunal, assez entendu ses excuses en larmes lors de ses visites à Briey. Mais une autre partie, celle qu'il avait autrefois aimée, avait construit une vie avec elle, avait créé un enfant avec elle, avait besoin de savoir ce qu'il y avait sur ce trajet. Il l'a branché sur son ordinateur portable. Un fichier vidéo s'est ouvert automatiquement. Une séquence téléphonique de Monica assise sur le canapé de Loretta, ignorant clairement qu'elle était enregistrée. Ses cheveux n'étaient pas lavés. Ses larmes sur le visage tachaient son apparence, un contraste frappant avec l'image qu'elle avait présentée au tribunal. « Je ne peux pas croire qu'il me déteste autant », disait-elle d'une voix rauque. « Après tout ce qu'on a vécu ensemble, il ne te déteste pas. » La voix de Loretta venait de derrière la caméra. « Il est blessé, trahi. Tu as pris l'argent de l'opération de Briard et tu t'es enfui avec un autre homme. À quoi t'attendais-tu ? Je m'attendais à ce qu'il écoute au moins. » La voix de Monica s'est élevée pour comprendre que je n'avais pas les idées claires, que je croyais Rémi quand il disait que nous pouvions doubler l'argent grâce à ses investissements. Mais ce n'est pas pour ça que tu es parti, défia Loretta. Soyez honnête au moins avec vous-même. Tu n'es pas parti pour gagner plus d'argent pour briller. Tu es parti parce que tu voulais sortir. Le visage de Monica se plissa. Je voulais une pause, dans quelques semaines seulement, de la peur et de l'inquiétude constante, de regarder briller lutter pour respirer à cause des feuilles de calcul et des plans d'épargne sans fin de Kellen. Elle s'essuya les yeux. Je n'ai jamais eu l'intention de rester à l'écart. Je revenais avec les retours sur investissement de Rémi qui allaient tout arranger, mais ils n'ont jamais existé. Loretta a noté que non, rien de tout cela n'existait.
Les investissements, les relations d'affaires, l'avenir qu'il a promis. Monica retirement. Dès qu'il a eu accès à l'argent, il a commencé à changer, à dépenser sans compter, à trouver des excuses pour expliquer pourquoi les investissements n'étaient pas encore réalisés. Puis un matin, je me suis réveillé et il était parti avec mon passeport, mon téléphone, mes cartes de crédit. Alors tu es revenu parce que tu n'avais nulle part où aller. La tête de Monica se releva brusquement. Non, je suis revenu parce que c'est ici que j'appartiens, parce que j'ai réalisé ce que j'avais fait, qui j'avais blessé, parce que Brié et mon fils et qu'Hélène étaient en train de s'éloigner. Était mon mari? La vulnérabilité dans sa voix frappa Hélène. Ce n'était pas la contrition polie et répétée dont elle avait fait preuve au tribunal. C'était un regret brut et non filtré. Est-ce que tu l'aimes toujours? Loretta a demandé. Bien sûr que je le fais. Monica regarda ses mains. Je n'ai jamais arrêté, même quand j'étais Dieu, je ne peux même pas le dire à voix haute. Même quand j'étais avec Rémi, je pensais à Hélène, je les comparais, il me manquait. Alors pourquoi? Parce que je me noyais, les mains de Monica serraient les poings chaque jour. Je regardais le cœur de mon fils s'affaiblir un peu plus chaque nuit. J'écoutais Hélène obsédée par l'argent et les options de traitement à chaque instant, terrifiée à l'idée qu'aujourd'hui soit le jour où le cœur de Brié lâcherait prise. Sa voix tomba à un murmure. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. J'avais juste besoin d'air. Alors tu les as laissés suffoquer seuls. L'accusation restait en suspens. Monica ne l'a pas nié. Oui, a-t-elle finalement admis, et je me détesterai pour ça jusqu'au jour de ma mort. La vidéo a continué, montrant davantage le chagrin et les regrets sans phare de Monica. Hélène l'a regardée, tout en décrivant le moment où elle a réalisé ce qu'elle avait fait, assise seule dans un café parisien après la disparition de Rémi, regardant son reflet dans la fenêtre et ne reconnaissant pas la femme qui regardait en arrière. J'ai trahi tout ce en quoi je croyais, a-t-elle dit à un moment donné. Toutes les valeurs que j'avais, chaque promesse que j'avais faite, pourquoi faire un fantasme qui n'était même pas réel? À la fin de la vidéo, Hélène était assise dans un silence stupéfiant. L'honnêteté brute de ce dont il avait été témoin, Monique au plus bas, le plus vulnérable, le plus véridique, avait secoué quelque chose en lui. Pas de pardon, pas encore, mais peut-être de comprendre cela. Il a copié la vidéo sur son ordinateur, puis a conduit la clé USB jusqu'à la maison de Jess. Elle avait besoin de voir cela aussi. Elle avait besoin de l'aider à comprendre ce que cela signifiait pour leur chemin à suivre. Jessa a regardé la vidéo en silence, son expression passant du scepticisme à l'empathie réticente. Elle ne savait pas qu'elle était enregistrée. Elle a demandé quand ça s'est terminé. Ça ne ressemble pas à ça? Hélène passa une main dans ses cheveux. Loretta a dit que Monica la tuerait si elle savait qu'elle m'avait montré ça. Cela semble plus authentique que tout ce qu'elle a dit au tribunal ou lors de visites. Jess a reconnu. Mais est-ce que ça change quelque chose? Elle a toujours fait ce qu'elle a fait. Non, cela n'efface pas ses actions. Hélène regardait par la fenêtre de la cuisine de Jess et regardait les voisins. Les chats se promenaient dans le jardin. Mais cela m'aide à les comprendre, pas à justifier ma compréhension. Et maintenant, vous reconsidérez les modalités de garde? Non, sur ce point, Hélène était ferme. Les visites surveillées restent, du moins pour le moment. Mais peut-être qu'il a hésité. Peut-être que j'ai arrêté de la traiter comme une ennemie lors de ces visites. Peut-être que je reconnais qu'elle essaie vraiment au lieu de supposer que c'est un acte dans l'intérêt du juge. Jess l'a étudié. Est-ce vers cela que vous voulez trouver un chemin? Sinon le pardon, du moins la paix? Je veux ce qu'il y a de mieux pour Brié, dit automatiquement Hélène, puis il modifia. Mais oui, je suis fatigué de la colère, fatigué de la regarder et de ne voir que de la trahison. Brié l'aime malgré tout, et il mérite des parents qui peuvent au moins être courtois les uns envers les autres. Puis dites-lui que Jessa a suggéré, pas à propos de la vidéo, que cela ne ferait que créer davantage de conflits avec Loretta, mais dites-lui que vous êtes prêt à travailler pour une meilleure relation de coparentalité si elle continue de prouver qu'elle est fiable. Le lendemain, lorsque Monica est arrivée pour une visite supervisée avec Brié, Hélène l'a accueillie à la porte au lieu de partir avant son arrivée, comme c'était devenu son habitude. Pouvons-nous parler après avoir passé du temps avec Brié? Dit-il d'un ton délibérément neutre, la surprise et la lassitude traversèrent son visage. Bien sûr, la visite s'est déroulée comme d'habitude, Monica aidant Briard avec un projet scolaire, lisant avec lui, écoutant ses descriptions enthousiastes des cours de natation. La superviseure désignée par le tribunal, une assistante sociale à la retraite nommée Madame Brennan, a observé à distance discrète. Une fois la visite terminée, Hélène a demandé à Madame Brennan si elle pouvait attendre quelques minutes avec Brié pendant qu'il parlait en privé avec Monica. Ils sont montés sur le balcon. L'air d'automne était frais entre eux. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» demanda Monica, s'attendant clairement à de mauvaises nouvelles. « Non. » Hélène s'appuya contre la balustrade. « J'ai réfléchi à notre situation,
à ce qui est le mieux pour le briller à long terme. Mónica se tendit visiblement. Je n'abandonne pas la garde partagée, si c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la décision relative à la garde. Kellen a choisi ses mots avec soin. Il s'agit de savoir comment nous allons de l'avant, comment nous sommes coparentaux, malgré tout ce qui s'est passé. J'écoute. Vous avez été cohérent dans vos visites. Vous n'en avez manqué aucun, vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas contrarié Briller. Kellen a reconnu que c'était un début. L'espoir brillait dans les yeux de Mónica. Je t'ai dit que j'avais changé, je le pensais. Les mots sont faciles. La cohérence dans le temps est difficile. Kellen se redressa. Mais si vous maintenez cette voie, si vous continuez à vous présenter, à donner suite, à donner la priorité à Briller, alors avec le temps, nous pourrons discuter de la modification de l'accord de visite, peut-être éventuellement passer à des visites non supervisées. Vraiment la voix de Mónica a été captée. Vous considérez cela pour le bien de Briard? Oui. Kellen croisa son regard directement. Il a besoin de sa mère, une mère fiable et digne de confiance, qui ne disparaîtra pas lorsque les choses deviennent difficiles. Je ne le quitterai plus jamais, promit Mónica, les yeux remplis de larmes. Jamais, je le jure sur ma vie. Kellen hocha la tête, acceptant la promesse. Pourquoi? C'était sincère à ce moment-là, mais encore attesté par le temps et les circonstances. Un jour à la fois, il a dit que c'était tout ce que chacun d'entre nous pouvait faire. Alors que Mónica partait, son pas plus léger qu'à son arrivée, Kellen sentit un poids s'envoler de ses propres épaules. Pas de pardon, pas encore, mais peut-être le premier pas vers le prochain point. 6 mois après avoir obtenu la garde à vue, Kellen se tenait dans l'atelier de soudure vide, des cartons soigneusement empilés contre les murs. L'équipement avait été vendu ou déplacé vers le nouvel emplacement, un bâtiment plus grand à la périphérie de la ville avec des salles de classe et des ateliers appropriés, la Portland Veteran Fabrication School, son héritage construit sur les cendres d'une quasi-tragédie. L'idée lui était venue lors d'une réunion d'un groupe de soutien d'anciens combattants, au cours de laquelle un ancien marine discutait de la difficulté de trouver un travail intéressant après le service. Kellen avait mentionné son entreprise de soudage et s'est soudainement retrouvé entouré d'anciens combattants intéressés qui voulaient apprendre un métier. Tout avait commencé modestement, 1 ou 2 vétérinaires venant au magasin après les heures d'ouverture pour des cours informels. Puis la nouvelle s'est répandue. Un reportage local a présenté ses efforts. Une petite subvention pour une organisation d'anciens combattants a suivi. Avant même de s'en rendre compte, Kellen élaborait un programme et cherchait un espace plus grand. La pièce finale s'est mise en place lorsqu'un donateur anonyme, que Kellen soupçonnait fortement être le pasteur Will, a fourni un financement de démarrage pour acheter le nouveau bâtiment. Aujourd'hui, 3 mois après son ouverture, l'école comptait 24 élèves, une liste d'attente 2 fois plus longue et une accréditation en attente auprès du Conseil professionnel de l'État, prête pour l'examen final. Gessa est apparu sur le seuil, un presse-papier à la main. Les nouveaux locataires veulent s'assurer que tout est conforme au code avant de signer. Kellen passa presque sa main sur l'établi, où il avait appris à Briller à réaliser sa première sculpture en métal. Je dis juste au revoir. Ce n'est pas vraiment un au revoir. Gessa lui rappela. C'est l'évolution. Cet endroit vous a appris le soudage, maintenant vous l'enseignez aux autres. Kella hocha la tête, appréciant son point de vue. Comme toujours. Dans les mois qui avaient suivi la bataille pour la garde, Gessa était devenue encore plus partie intégrante de leur vie. Non seulement la soignante de Briard et l'amie de Kellen, mais quelque chose de plus. Quelque chose auquel aucun d'eux n'avait encore mis de nom, mais qui devenait plus fort chaque jour. « Avez-vous terminé les documents de fiducie ?» a-t-elle demandé, en cochant quelque chose sur sa liste signée hier. Kellen avait établi une fiducie légale pour Briller, financée initialement avec le reste des dons de la campagne GoFundMe et un pourcentage des bénéfices de l'école de soudage. La fiducie couvrirait l'éducation de Briard, ses besoins médicaux futurs et fournirait un filet de sécurité lorsqu'il atteindrait l'âge adulte, et elle était explicitement protégée contre toute personne, y compris Mónica, tentant d'accéder au fonds à des fins autres que le bénéfice direct de Briard. La visite de Mónica s'est bien passée hier. Le ton de Jess était soigneusement neutre. C'est ce qui s'est produit. Kellen s'est déplacé pour l'aider avec les cartons. 4 mois de visite constante, pas de drame, pas de promesses non tenues. Madame Brennan a recommandé de passer aux visites non supervisées le mois prochain, et vous êtes d'accord avec ça? Kellen réfléchit à la question. Je pense que oui. Le Briller l'est certainement. Passer du temps seul avec elle lui manque. Le cheminement vers une relation de coparentalité fonctionnelle avait été lent et souvent douloureux. Mónica avait maintenu ses visites hebdomadaires sans faute, même lorsqu'elle était malade ou débordée de travail. Elle avait assisté à tous les rendez-vous chez le médecin, à tous les événements scolaires et à tous les cours de natation auxquels elle était autorisée à participer. Elle avait commencé une thérapie, à la fois individuelle et de groupe, pour les parents d'enfants atteints de maladies chroniques,
de petits pas vers quelque chose comme la confiance, non pas la confiance aveugle de leur mariage, mais une confiance prudente et méritée enracinée dans le bien-être de Briard. Au fait, l'école a l'air magnifique, dit Jessa alors qu'il chargeait des cartons dans le camion de Kellen. Cette fresque murale que les étudiants ont réalisée pour l'entrée est incroyable. Merci pour l'aide à la conception, sourit Kellen. Votre œil artistique nous a sauvés de bien des choix bien intentionnés mais laids. La fresque représentait des anciens combattants passant du service militaire au métier civil, avec une image centrale de main transformant le métal en de nouvelles formes. En dessous, une simple dédicace en l'honneur de Briérois, dont le courage a inspiré cette école. Ils se sont rendus au nouvel endroit où les derniers préparatifs étaient en cours pour la grande cérémonie officielle d'ouverture. Le week-end suivant, Brié était avec son entraîneur de natation à l'entraînement pour sa toute première compétition, ce qui aurait été impensable avant son opération. Monsieur Royce, l'un des étudiants vétérans, leur fit signe en entrant. Nous avons terminé les pièces de démonstration pour la journée portes ouvertes, je veux voir. L'heure suivante se passa dans un flou d'activités. Approuver des projets, finaliser le calendrier de l'événement, vérifier l'inventaire dans la salle des fournitures. Kellen a traversé tout cela avec une confiance constante qui s'était développée parallèlement à l'école. Cet endroit, cette mission lui avait donné un but au-delà des besoins médicaux de Briard. Cela avait transformé son instinct de survie en quelque chose qui aidait les autres à survivre aussi. Au moment où ils récupérèrent Briard à l'entraînement de natation, Kellen ressentit un contentement qu'il ne s'attendait pas à retrouver après la trahison de Monica. Pas un bonheur parfait. Il était trop réaliste pour ça, mais une solide satisfaction de la vie qu'ils avaient reconstruite. Papa, mademoiselle, j'ai fait un tour entier en papillon aujourd'hui. Brié a bondi dans le camion, ses cheveux encore humides. L'entraîneur dit que je pourrais essayer lors de la compétition le mois prochain si je continue à m'entraîner. C'est fantastique, mon pote. Kellen a ébouriffé les cheveux de son fils. Comment est ton niveau d'énergie? Une certaine fatigue? La question était automatique. Un vestige d'années de vigilance médicale constante. Mais la réponse de Briard était différente. Maintenant, non, je pourrais nager davantage si l'entraîneur me le permettait. Il a bouclé sa ceinture de sécurité. Pouvons-nous nous arrêter pour une glace, s'il vous plaît? Jessa rit. Je pense que c'est un oui. Au glacier, ils rencontrèrent le pasteur Will qui les rejoignit à leur table. Juste la famille que j'espérais voir, dit-il en acceptant la cuillerée de glace au chocolat offerte par Brié. Vous venez tous au pique-nique de l'église dimanche, vous ne le manquerez pas. Kellen lui assura. Brié a parlé de la course à 3 toute la semaine. Maman vient aussi, a ajouté Brié. Papa a dit qu'elle pouvait. Les sourcils du pasteur, Will se haussèrent légèrement mais il sourit. C'est merveilleux, plus on se marie. Plus tard, alors qu'il retournait au camion, Jessa tomba d'un pas à côté de Kellen tandis que Brié courait devant. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, dit-elle. Ça fait 1 an que tout n'est plus arrivé. Kellen hocha la tête. 1 an depuis que Monica est partie, 1 an depuis que leur monde s'est effondré et s'est reconstruit sous une nouvelle forme. Difficile à croire, acquiesça-t-il. Parfois, c'est comme si c'était hier, parfois, c'est comme une autre vie. On arrive si loin. La main de Jess trouva la sienne, un contact désinvolte qui était devenu de plus en plus courant entre vous deux. Devant lui, Brié examinait une coccinelle qui s'était posée sur son bras. Son visage, une image d'émerveillement. Ses joues étaient roses de santé, ses mouvements énergiques et fluides. L'inquiétude qui l'avait obscurci avant même son opération, la conscience inconsciente de sa propre fragilité s'était estompée, remplacée par une confiance enfantine. Nous n'aurions pas pu le faire sans toi, dit Kellen en lui serrant la main. Tu le sais, n'est-ce pas? Jessa sourit. Vous avez trouvé un moyen. C'est peut-être ce que tu fais, mais je suis content de ne pas avoir eu à le découvrir. Il lui jeta un coup d'œil. Brié m'a demandé quelque chose d'intéressant hier soir. Oh, il a demandé si tu allais être sa nouvelle maman. Jessa trébucha légèrement. Il quoi? Apparemment, un de ses amis à l'école a une belle-mère, et Brié voulait savoir si c'était ce que tu devenais. Kellen garda un ton décontracté, même si son cœur s'emballa. Je lui ai dit que nous étions amis et que tu étais très important pour nous deux. Et qu'a-t-il dit à cela? La voix de Jess était soigneusement neutre. Il a dit que cela ne le dérangerait pas si tu étais plus qu'un ami. Kellen s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Moi non plus. Les mots suspendus entre eux, pas tout à fait une déclaration, mais plus qu'une suggestion, quelque chose qui se construisait depuis des mois, peut-être des années, reconnut finalement Kellen. Jessa commença à chercher son visage. ¿Es tu sur? Après tout avec Monica, je ne voudrais pas me précipiter. Ce n'est pas une réaction à Monica.
L'interrompiti il dusment. Il s'agit de vous, de nous, de la famille que nous sommes déjà devenus. Sans mettre de nom, Brié appela de devant, interrompant le moment. Papa, Miss Jessa, regarde toutes les coccinelles. Nous devrions, Jessa fit un geste vers Brié, en parler plus tard. Kellen a terminé. Mais nous en parlerons. Le sourire qui s'étala sur le visage de Jess était une réponse suffisante pour le moment. Ce soir-là, après que Brié se soit endormi, Kellen s'est assis à son bureau pour examiner les derniers documents du fonds en fiducie. Le langage juridique était dense, mais l'objectif était clair. Assurer l'avenir de Briard contre toute éventualité, y compris le retour potentiel de la femme qu'il avait autrefois menacée. Non pas que Monica semblait susceptible de répéter ses erreurs passées. Les visites surveillées se sont suffisamment bien déroulées pour que le tribunal ait récemment approuvé une transition progressive vers des droits de visite normaux. Elle avait remboursé une petite partie de l'argent qu'elle avait pris, en effectuant des dépôts réguliers sur un compte pour les études universitaires de Briard. Elle suivait une thérapie chaque semaine et s'était même excusée directement auprès de Kellen pour la douleur qu'elle avait causée le jour de l'anniversaire de Briard. Pas de vaines excuses destinées à le reconquérir, mais une véritable reconnaissance du mal qu'elle avait causé. Progrès, sinon rédemption. Son téléphone sonna avec un SMS de Monica. Brié a laissé son livre de sciences dans mon appartement. Puis-je le déposer demain matin avant l'école? Communication coparentale simple, pratique, sans drame, sans agenda caché. Kellen a répondu par SMS, « Oui, merci », et a mis son téléphone de côté. Ils ne seraient jamais amis. La trahison était trop profonde pour cela. Mais ils avaient trouvé un moyen de donner la priorité à Brié, de mettre de côté leurs sentiments personnels pour le bien de l'enfant qu'ils aimaient tous les deux. Ce n'était pas parfait, mais c'était fonctionnel, une pièce réalisable construite à partir des cendres de ce qu'ils avaient été autrefois, et Kellen décida en signant la dernière page du document de confiance que c'était un point suffisant. 18 mois après le départ de Monica pour Paris, Kellen se tenait dans le jardin de sa nouvelle maison en train de regarder Brié courir dans l'arroseur avec Emma, la fille de Jess. La chaleur estivale scintillait au-dessus de l'herbe, transformant les gouttelettes d'eau en arc-en-ciel momentané, tandis que les enfants criaient de joie. « Ça ne te dérange pas si je te rejoins ?» Le pasteur Will entra sur la terrasse et offrit une boisson fraîche à Kellen. « Pas du tout. » Kellen accepta le verre avec un signe de tête de remerciement. « Heureux que vous puissiez le faire, ne pas manquer l'anniversaire de Briard pour le monde. » Le pasteur s'installera dans une chaise à côté de lui, 8 ans, remarquable 8 ans. Parfois, Kellen s'est encore émerveillé qu'il soit arrivé aussi loin. Lorsque Brié a été diagnostiqué pour la première fois à l'âge de 3 ans, les médecins ont été prudents quant à son pronostic. Maintenant, la post-chirurgie, son cardiologue a utilisé des mots comme une durée de vie normale et des restrictions minimales. L'école se porte bien, a observé le pasteur. J'entends que vous avez une liste d'attente maintenant, 26 anciens combattants et grandir. Kellen ne pouvait pas garder la fierté de sa voix. Nous envisageons de s'étendre à un 2e emplacement l'année prochaine. De la tragédie au triomphe. Le pasteur lèvera son verre dans un petit toast, le meilleur type d'histoire de rédemption. De l'autre côté de la cour, Jessa a émergé de la maison portant un plateau de collation. Sa fille de 5 ans, Emma, a abandonné le garde-manger pour aider, prenant solennellement un bol de chips comme s'il contenait une précieuse cargaison. Les deux avaient déménagé il y a 3 mois après. Le mariage tranquille de Kellen et Jess, lors de la cérémonie de l'église, s'est concentré sur le mélange de leur famille plutôt que sur l'apparat traditionnel. Monica n'avait pas assisté, mais elle avait aidé Brié à choisir une cravate à porter et avait pris les 2 enfants pour la crème glacée par la suite. Un autre petit pas dans leur voyage en cours vers un coparentalité sain. Monica est en retard. Jessa a appelé Kellen. Elle a envoyé un texto à ce qu'il y ait un accident sur l'autoroute. Elle sera ici dans environ 20 minutes. Kellen a hoché la tête sans surprise. Malgré ses efforts de fiabilité, Monica a toujours eu du mal avec la ponctualité. Petite défaillance qu'il pouvait maintenant accepter avec l'équanimité, sachant qu'il n'était pas malveillant ou délibéré. « Comment sont les choses entre vous deux ?» le pasteur Will a demandé tranquillement. Kellen considère la question respectueuse, axée sur Brié. Elle n'a pas manqué de visite depuis plus d'1 an et elle est bonne avec lui. Il haussa les épaules. C'est tout ce que je peux demander. La sonnette a sonné et Jessa est allée y répondre. Elle est revenue quelques instants plus tard avec Monica, qui portait un cadeau brillant et avait l'air incertain. « Désolé, je suis en retard », a-t-elle dit, approchant de Kellen et du pasteur. Le trafic était terrible. « Pas de problème », répondit facilement Kellen. Les enfants se refroidissent dans le gâteau avant le gâteau. Une pause maladroite a suivi, le type qui apparaissait encore parfois dans leurs interactions, malgré des mois de navigation minutieuse.
L'école vétéran a l'air incroyable, a offert Monica. J'ai conduit par le nouvel emplacement la semaine dernière. Le panneau à fière allure. Merci, Kela acquiesça. Tout d'abord, les cours de finition se terminent le mois prochain. Une autre pause, moins de tension que la première. J'irai dire bonjour à Brié, a déclaré Monica. Enfin, se dirigeant vers les enfants, le pasteur la regarde partir. Puis se tourna vers Kellen. Vous avez tous les deux parcouru un long chemin, nous devions le faire. Kellen répondit simplement, pour lui. L'après-midi s'est déroulé paisiblement, gâteaux et cadeaux, jeux dans une cour, le bavardage facile du petit groupe qu'ils avaient invité à célébrer. Kellen s'est déplacé entre les conversations, gardant toujours un œil sur Brié. L'habitude de vigilance n'est pas entièrement effacée par des assurances médicales. Mais un point, il s'est retrouvé seul dans la cuisine avec Monica qui aidait à nettoyer le papier d'emballage. « Merci de m'avoir inclus », a-t-elle dit tranquillement. « Je sais que tu n'as pas à le faire. Tu es sa mère. » Kellen a répondu, « Cela n'a pas changé. » Monica hocha la tête sur le papier coloré dans ses mains. « J'ai vu la documentation du fonds en fiducie. C'est une bonne idée, très approfondie. Ils seront pris en charge quoi qu'il arrive. » Le ton de Kellen tenait. Aucune accusation, juste une déclaration de fait. « Je sais », Monica le regarda. « Vous avez toujours été le seul à vous assurer. » À l'extérieur, le rire de Briard a sonné, suivi par un rire plus haut d'Emma. Kellen et Monica se sont tous deux tournés vers le son, dessinés par la joie. « Il est heureux », a observé Monica. « Sain, c'est ce qui compte. » Oui, Kellen a accepté. C'est un autre moment de compréhension qui se passe entre eux, pas l'amitié, pas le pardon, mais la reconnaissance de la vérité qu'ils partageaient maintenant. Leur mariage était des cendres, leur relation amoureuse était morte. Mais de cette destruction avait augmenté quelque chose de nouveau. Un autre type de famille, reconstruit autour des besoins d'un enfant qui ne méritait rien de moins que de leurs meilleurs efforts. Plus tard, alors que la fête se blessait, Kellen a trouvé Jessa assise sur le swing porche en regardant le coucher du soleil. Il la rejoint, leurs épaules touchant confortablement. « Bonne journée », dit-elle, se penchant légèrement en lui. « Le meilleur. » Il glissa son bras autour d'elle. Brié avait l'air vraiment heureux. Il est heureux. Jessa Surratt. Nous sommes tous de l'autre côté de la cour. Monica disait au revoir à Brié, s'agenouillant à son niveau pour une étreinte finale avant de laisser les bras de leur fils s'enrouler étroitement autour de son cou, son expression de l'amour simple. Quoi que Monica ait fait, quelle que soit la douleur qu'elle avait causée, Brié avait trouvé son chemin vers le pardon. Le cœur des enfants était résili de cette façon le cœur adulte. Le cœur de Kellen a mis plus de temps à guérir. Certains ne l'ont jamais complètement fait, mais il avait trouvé un type différent de l'intégralité dans la vie qu'ils avaient construite à partir de l'épave de ce qui précédemment. L'école de soudage, prospère et grandissant, la nouvelle maison remplie de rires, Jessa et Emma apportant de la joie qu'il avait pensé perdue pour toujours, et plus saine et forte, le miracle au centre de tout cela. Alors que Monica marchait sa voiture, elle s'arrêta en regardant en arrière les lieux. Sur le porche, Kellen et Jess sur le swing, Brié et Emma jouent maintenant à un jeu calme sur les marches. Son expression était complexe. Le regret, l'acceptation, une touche de mélancolie. Puis elle leva la main dans une petite vague et continua jusqu'à sa voiture. Kellen a rendu le geste, ni chaud ni froid, une simple reconnaissance de leur passé partagé et de leur avenir séparé. « Papa, mademoiselle Jessa, regarde ce que je peux faire », Brié a appelé à tenter une poignée, qui s'est rapidement effondrée dans des rires. Incroyable. Kellen applaudit, re-essays. Alors que Brié se produisait pour une autre tentative, Kellen a pensé au voyage qui les avait amenés ici, à la peur et à la rage qu'il avait presque consommé, la communauté qui les avait soulevés quand ils ne pouvaient pas rester seuls, la joie inattendue trouvée au lendemain de la trahison. Certains cœurs ont guéri lentement, d'autres ne l'ont pas du tout, et d'autres se sont transformés en fer, pas fragiles et froids, mais forts et durables, tempérés par le feu, en quelque chose qui ne pourrait plus être brisé. Dans son estomac. Elle a dit qu'elle travaillait. Elle travaille bien, dit Loretta en se penchant, s'efforçant de se souvenir de ce que ça fait d'être en vie. Elle fit un signe de tête en direction du coin arrière du bar. Elle et ce type se retrouvent plusieurs fois par semaine. Il a des histoires qui la font rire. À quand remonte la dernière fois que tu l'as fait rire, Kellen? Il suivit son regard vers un stand, partiellement caché par la foule. Monica était assise là, la tête renversée en riant, en face d'un homme que Kellen n'avait jamais vu auparavant. L'étranger était bronzé, avec des cheveux soigneusement coiffés et une montre coûteuse qui captait la lumière alors qu'il tendait la main par-dessus la table pour toucher la main de Monica. Qui est-il? La voix de Kellen semblait lointaine à ses propres oreilles. Rémi, quelque chose voyage pour gagner sa vie.
publie des photos de plage et de montagnes pour ses abonnés. Loretta a bu son whisky. Il lui montre tous les endroits où elle pourrait aller si elle n'était pas attachée. Kellen se leva, mais la main de Loretta sur son bras l'arrêta. Ne faites pas de scène, a-t-elle prévenu. Tu ne feras que la repousser encore plus. C'est ma femme et elle se noie dans les responsabilités, la culpabilité et les factures médicales. La voix de Loretta se durcit. Peut-être que si vous aviez prêté attention à ses besoins plutôt qu'à vos fils, elle ne serait pas là-bas. Kellen libéra brusquement son bras. Brillet est en train de mourir sans cette opération. Winnie pourrait peut-être compter plus que cela. Son besoin de se sentir plus qu'une simple infirmière et une mère pour un enfant malade. Loretta haussa les épaules. Tu veux mon avis? Laissez-lui cette petite évasion. Mieux vaut qu'elle flirte avec quelqu'un que de partir complètement. Mais Kellen traversait déjà la foule. Il atteignit le stand juste au moment où l'homme Rémi montrait à Monica quelque chose sur son téléphone qui lui fit écarquiller les yeux de plaisir. Paris au printemps, c'est magique. Dissate Remy. La lumière là-bas change tout. Tu serais magnifique dans ce contexte, Kellen. Le sourire de Monica disparut, remplacé par le choc. Que faites-vous ici? Je pourrais te demander la même chose. La voix de Kellen était ferme, malgré la tempête en lui. Je pensais que tu travaillais ce soir. Rémi lui tendit la main. Tu dois être le mari. Rémi l'a appelé. Votre femme m'a tout dit sur votre famille. Kellen a ignoré la main. Vous a-t-elle parlé de la maladie cardiaque de notre fils, ou étiez-vous trop occupé à planifier des voyages à Paris? Monica était debout et rassemblait son sac à main. Nous devrions rentrer à la maison maintenant. Non, Kellen, elle a reculé. Vous restez, profitez de votre évasion. Je dois retourner voir notre fils Kellen, s'il te plaît. Mais il s'éloignait déjà, se frayant un chemin à travers la foule, désespéré d'avoir un air qui ne sente pas la trahison. Dehors, l'air nocturne frappait ses poumons comme de l'eau glacée. Son téléphone a sonné avec un SMS de Jessa Brillet vous demandant « La fièvre monte un peu. Rien de grave, mais je pensais que tu devrais le savoir. » La réalité est revenue au point. Que faisait-il? Perdre du temps dans un bar pendant que son fils avait besoin de lui, pendant que leur compte d'épargne attendait les derniers dépôts qui garantiraient l'opération. Il rentra chez lui en silence, refusant de répondre aux SMS de plus en plus frénétiques de Monica. Laissez-la s'inquiéter pour une fois. Laissez-la ressentir le poids de la responsabilité qu'elle avait si envie d'ignorer. Jessa l'a rencontré à la porte de leur appartement, son visage aimable plissé par l'inquiétude. Il va bien, juste un petit pic de température. Je lui ai donné ses médicaments, merci. La voix de Kellen se brisa alors qu'il la serrait dans ses bras. Je n'aurais pas dû sortir. Ne sois pas ridicule. Vous avez le droit d'avoir 2 heures pour vous. Jessa lui serra les bras. Tu n'es qu'un humain, Kellen. Il trouva Brillet calé dans son lit avec un livre, son tigre en peluche posé à côté de lui. Le visage du garçon s'éclaira lorsque Kellen entra. Papa, as-tu vu d'autres marines? Kellen s'assit sur le bord du lit, attrapant le poignet de Briard pour vérifier son pouls, une habitude dont il ne pouvait pas se débarrasser. Comment te sens-tu mieux maintenant, mademoiselle Jessup? Laisse-moi avoir des glaces pour la gorge. Les yeux de Briard, si semblables à ceux de Kellen, scrutèrent son visage. Est-ce que maman travaille encore tard? Ouais, le mensonge avait un goût amer. Elle aide les gens à aller mieux. Brillet hocha sagement la tête. Comme si j'allais aller mieux après mon opération. D'accord, Kellen, lisse la couverture. C'est le plan. Je t'ai entendu te disputer avec maman pour de l'argent. Encore une fois, les mains de Kellen s'immobilisèrent. Nous ne nous battions pas, nous parlions juste. Elle a dit qu'elle voulait vivre. Le petit visage de Brillet était sérieux. Elle ne vit pas ici avec nous? Bien sûr qu'elle le fait. Elle voulait juste dire comment pouvait-il expliquer des concepts qu'il comprenait à peine lui-même? Les adultes ont parfois besoin de différentes choses pour se sentir heureux. Comme tu as besoin de ta soudure et j'ai besoin de mon tigre. Kellen sourit. Malgré tout, quelque chose comme ça. Maintenant il est temps de dormir. Le docteur Wells vient demain pour votre examen. Après que Brillet se soit endormi, Kellen trouva Jessa dans la cuisine en train de laver les quelques plats qu'ils avaient utilisés. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il en prenant un torchon propre pour le sécher. Cela ne me dérange pas. Elle lui jeta un coup d'œil. Tu veux parler de ce qui te ronge? Pas particulièrement juste. Jessa lui tendit une assiette. Mais si vous changez d'avis, je suis un très bon auditeur. Vient du fait d'être enseignante en maternelle. J'apprécie ça. Kellen a posé l'assiette dans le placard et tout le reste. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Tu y arriverais, tu le fais toujours. Elle s'essuya les mains et rassembla son sac à main.
Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit à tout moment. Après son départ, Kellen s'est assise seule dans la cuisine sombre. Les clés de Monica tintaient dans la serrure. 1 heure plus tard, elle entra prudemment. Ses yeux cerclés de rouge. Et brillé? Ok, tu n'as pas répondu à mes SMS. Il va bien, petite fièvre. Jessa s'en est occupé. Monica posa son sac à main. Kellen, à propos de ce soir? Je ne veux pas l'entendre. Il s'est levé. Je dois revoir les livres. Il nous manque encore du temps pour l'opération. C'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas, l'argent, l'opération? Vous vous retournez contre elle, puis la colère éclate enfin. Oui, Monica, je tiens à garder notre fils en vie. Qu'est-ce qui t'intéresse de Paris et du printemps? Elle tressaillit. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Tu es assise dans un bar en train de flirter. Pendant que je compte des sous pour sauver son enfant, tu mens à propos de ton travail quand tu rencontres un inconnu, tu agis comme si c'était moi qui t'empêchais de vivre, alors que tout ce que j'essaie de faire c'est d'empêcher notre famille de mourir. Des larmes coulèrent sur les joues de Monica. J'étouffe ici tous les jours. C'est le même travail, souci d'hôpital, répété. Je ne peux plus respirer. Et tu penses que je peux? La voix de Kellen se transforma en un murmure irrégulier. Chaque nuit, je reste éveillé et j'écoute le moniteur cardiaque de notre fils, terrifié. Ça va s'arrêter. Chaque matin, je me réveille en me demandant si c'est aujourd'hui le jour où nous le perdrons. Mais je ne parviens pas à m'échapper. Je ne peux pas prétendre que rien de tout cela ne se produit. Je ne fais pas semblant. J'ai juste besoin. Elle s'interrompit. Quoi? De quoi avez-vous besoin? C'est plus important que la vie de Briard? Les yeux de Monica se sont durcis à l'idée de se rappeler que j'existe en dehors de cette tragédie, de ressentir autre chose que la peur et la culpabilité, de savoir que, si le pire arrive, il reste encore quelque chose de moi. Les mots restaient entre eux, honnêtes et brutaux. Kellen ne pouvait pas les traiter, ne pouvait pas comprendre comment elle pouvait même penser au-delà du seul objectif qui le dévorait, aller au lit. Dit-il. Enfin, je dormirai sur le canapé. Kellen, was s'il te plaît? Elle hésita, puis se dirigea vers leur chambre sans autre mot. Kellen retourna à son bureau, sortit le compte bancaire et regarda les chiffres qui représentaient la chance de son fils dans la vie. Demain, il appellerait la banque au sujet de sa 2e hypothèque. Demain, il trouverait un moyen de combler la différence. Demain, il réglerait ça comme il avait réglé tout le reste. Il ne savait pas que demain serait trop tard. L'appel d'une banque est arrivé à 14h17, alors que Kellen était en train de souder une porte personnalisée pour un client qui avait déjà payé d'avance l'argent destiné au Brier Surgical Fund. M. Royce, Wojciech Sandra de la First Portland Credit Union. J'appelle au sujet du retrait de votre compte d'épargne. Kellen posa sa torche, une sensation de froid se répandant dans sa poitrine. Quel retrait? Le virement bancaire de $32 000 qui a été traité ce matin. Je voulais confirmer que c'était autorisé. Comme c'est une somme si importante, la pièce s'est inclinée. Je n'ai autorisé aucun transfert. Il a été approuvé à l'aide de vos identifiants bancaires en ligne, monsieur. Les fonds ont été envoyés à une agence de voyage appelée Worldwide Escape. À 10h42, Kellen a saisi l'établi, verrouillez le compte maintenant. Plus de retrait, monsieur, si votre femme a fait le virement, verrouillez-le. Sa voix était suffisamment dure pour que son apprenti recherche une alarme de l'autre côté du magasin. Je serai là dans 15 minutes. Le trajet de Kellen jusqu'à la banque s'est déroulé dans le flou. Il a appelé Monica 6 fois directement vers la messagerie vocale. Il a essayé l'hôpital où elle travaillait, mais on lui a dit qu'elle avait appelé pour une maladie. Au moment où il atteignit le bureau du directeur de la banque, une terrible clarté s'était installée en lui. Le transfert a été initié à partir de votre adresse IP personnelle. A expliqué le responsable en lui montrant l'enregistrement de la transaction en utilisant les informations d'identification de votre compte commun. Peut-on l'inverser? Nous avons déjà essayé. Les fonds ont été immédiatement transférés à nouveau sur un autre compte. J'ai bien peur qu'il soit parti, monsieur Royce. Kellen rentra chez elle dans un état de fureur contrôlée. Leur appartement était vide. Le côté du placard de Monica est à moitié vidé, ses articles de toilette essentiels. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait son alliance et un mot. Je ne peux plus faire ça. Il ira bien. Les enfants guérissent vite. J'ai besoin de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Je suis désolé. Point. 7 ans de mariage, un enfant qui se bat pour sa vie, et elle avait réduit tout cela à 5 peines. Dans une bague abandonnée, Kellen froissa le message dans son poing. Brier rentrerait bientôt de l'école. Jessa venait toujours le chercher le jeudi et l'amener au magasin. Que dirait-il à son fils?
Comment pouvait-il expliquer que sa mère lui avait volé son avenir et s'était enfuie? Son téléphone sonnait avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Une photo est apparue, Monica assise à une porte d'aéroport, la tête posée sur l'épaule de Rémi. La légende disait « Ne vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains désormais. Paris vous attend. » Le message venait de Loretta. Il réalisa que le propre cousin de Monica l'aidait à s'échapper. Kellen a cogné son poing contre le mur, laissant une entaille dans la cloison sèche. La douleur lui traversa les jointures, mais ce n'était rien comparé à l'agonie dans sa poitrine. L'opération a eu lieu dans 3 semaines. Sans cet argent, cela n'arriverait pas. Sans l'opération, l'état de Briard continuerait à se détériorer jusqu'à ce que son cœur ne puisse tout simplement plus suivre le rythme. Son téléphone sonna. Le docteur Wells de l'hôpital voulait confirmer que le paiement préchirurgical serait effectué d'ici la semaine prochaine. Kellen regardait l'écran, incapable de répondre, incapable de prononcer les mots qui condamneraient son fils à un avenir incertain. La porte d'entrée s'est ouverte et la voix excitée de Briard a appelé. « Papa, Miss Jessa m'a aidé à faire une carte pour maman à l'école aujourd'hui. Où est-elle » Kellen prit une profonde inspiration, s'essuya le visage et se tourna vers son fils, dont les yeux innocents n'avaient aucune idée que leur monde venait de s'effondrer. Derrière Briard, Jessa se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression changeant alors qu'elle observait le visage de Kellen et le trou dans le mur. Elle a dit « Que s'est-il passé ?» Mais Kellen ne put que secouer légèrement la tête. « Et mon pote ?» dit-il en s'agenouillant au niveau de Briard. « Maman n'est pas là en ce moment. Pourquoi ne me montres-tu pas cette voiture ?» Briard a fièrement affiché un cœur en papier de construction décoré de paillettes et de crayons de couleur. Il dit « La meilleure maman de tous les temps à l'intérieur. Je pense qu'elle va aimer ça. » Kellen prit son fils dans ses bras, cachant son visage dans son épaule. Je pense qu'elle aurait adoré. Au-dessus de la tête de Briard, ses yeux rencontrèrent ceux de Jess. Sa main se porta à sa bouche. Alors que la compréhension naissait dans ses yeux, elle hocha la tête une fois, une promesse silencieuse de soutien qui deviendrait bientôt la seule bouée de sauvetage de Kellen dans le magasin que Monica avait laissé derrière elle. Pouvons-nous avoir du macaroni au fromage pour le dîner? Demanda Briar, ignorant les adultes. Communication silencieuse, absolument. Kellen parvint à garder une voix. Plus ferme qu'il ne le ressentait. Et si on regardait un film après? Alors que Briard rebondissait dans sa chambre pour ranger son sac à dos, Jessa s'approcha de Kellen, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Qu'a-t-elle fait? Kellen lui tendit le billet froissé. Regardez-la, lisez-le. J'ai vu la même horreur et la même incrédulité traverser son visage. L'argent de l'opération, il hocha la tête. 32 000 disparus. Respira Jessa, puis se couvrit immédiatement la bouche, jetant un coup d'œil vers la chambre de Briard. Désolé, je viens de dire. Comment pourrait-elle? Paris, dit catégoriquement Kellen. Elle est allée à Paris avec un gars. Elle a rencontré dans un bar, un influenceur du voyage. La main de Jess trouva son bras, l'étudiant. Que puis-je faire? Je ne sais pas encore. Je dois trouver comment récupérer l'argent ou le trouver ailleurs. L'opération. Dans 3 semaines, nous trouverons une solution. Jessa a promis que la communauté aiderait. L'église, le groupe des anciens combattants. Je ne peux pas demander de l'aide aux gens. Ce n'est pas une aumône quand c'est pour la vie d'un enfant. Kellen, sa voix était ferme, mais ta fierté de côté. Briard a aussi besoin de vous. De la chambre de Briard provenait un bruit de toux, une toux grasse et laborieuse. Cela signifiait que son cœur travaillait trop fort. Kellen ferma brièvement les yeux, puis redressa les épaules. Je dois rappeler le docteur Wells. Il a dit, peux-tu commencer le dîner pendant que je lui parle? Bien sûr, Jessa lui serra à nouveau le bras avant de se diriger vers la cuisine. Nous allons nous en sortir. Kellen aurait aimé la croire, mais alors qu'il appelait l'hôpital, tout ce qu'il pouvait voir c'était l'argent disparaître de leur compte et avec lui la chance de vivre de son fils. Est-ce que maman a pris l'argent de mon cœur? La question restait en suspens entre eux. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Monica. 3 jours pendant lesquels Kellen s'excusait, disait que maman devait partir en voyage pour le travail, prétendait que tout était normal pendant qu'il se démenait pour trouver une solution. Maintenant, à l'heure du coucher, Briard avait enfin posé la question. Kellen redutate. Pourquoi pensez-vous que Kellen a enroulé la couverture autour de son fils? Les petits doigts de Briard s'agitaient avec son tigre en peluche. Je vous ai entendu parler à Miss Jessa. Tu as dit que l'argent avait disparu et que maman était partie aussi. Kellen s'assit lourdement sur le bord du lit. Quelle part de vérité un enfant de 7 ans pourrait-il gérer? De quelle douleur devrait-il le protéger? Maman avait besoin de s'absenter pendant un moment.
dit-il prudemment. Et oui, une partie de l'argent pour votre opération est temporairement indisponible. Mais pourquoi l'accepterait-elle? Ne veut-elle pas que mon cœur fonctionne mieux? La confusion innocente dans les yeux de Briard déchira la poitrine de Kellen. Il a serré son fils dans ses bras, en partie pour le réconforter, en partie pour cacher sa propre expression. Parfois, les adultes font des erreurs, dit-il dans les cheveux de Briard, de grosses erreurs, mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Alors même qu'il prononçait ces mots, Kellen se demandait si c'était vrai. Quel genre d'amour pourrait justifier le vol de votre enfant mourant? C'est pour ça que tu as frappé le mur, demanda Brier en se reculant pour regarder la main bandée de Kellen. Ouais, mon pote, j'étais en colère mais je n'aurais pas dû faire ça. Ça n'a rien résolu. Vais-je quand même me faire opérer? C'était la question que Kellen tournait dans son esprit depuis 3 nuits blanches. L'opération qui réparerait le trou dans le cœur de Briard et renforcerait les valvules affaiblies. La procédure qui opposait son fils à un avenir de plus en plus limité? Oui, il a promis avec plus de certitude qu'il n'en avait l'impression. J'y travaille, et est-ce que maman reviendra? Après? La mâchoire de Kellen se serra, mais il garda une voix douce. Je ne sais pas, mon pote, mais toi et moi, tout irait bien de toute façon. Les hommes Royce sont durs. Tu te souviens? Brier hocha la tête solennellement, comme les colibris, petit mais fort, exactement. Kellen l'embrassa sur le front. Maintenant, dors un peu. Nous devons voir le docteur Wells demain. Après que Brier se soit endormi, Kellen s'est assise à la table de la cuisine avec des feuilles de calcul, des demandes de prêt et une pile croissante de lettres de refus. La banque n'accorderait pas un autre prêt à l'entreprise. Sa carte de crédit était au maximum des factures médicales précédentes. Les quelques parents qu'il avait n'étaient pas en mesure de l'aider. Son téléphone a sonné avec un texto de Jessa. Le pasteur veut vous rencontrer demain, dit qu'il pourrait avoir quelques idées. Kellen n'avait pas mis les pieds dans une église depuis le baptême de Brier. La religion n'était pas son truc, pas après ce qu'il avait vu au combat, pas après que la prière n'avait pas sauvé ses parents d'un conducteur ivre, et certainement pas après que sa femme avait abandonné leur famille. Mais le désespoir rendait les croyants même les plus sceptiques. Il a répondu, « À quelle heure ?» Le lendemain matin, le docteur Wells a confirmé ce que Kellen savait déjà. Sans l'opération, l'état de Briard continuerait de se détériorer. Les médicaments l'aidaient, mais pas suffisamment. Son cœur ne pouvait pas suivre la croissance de son corps. Nous pouvons reporter quelques semaines si nécessaire, a déclaré le docteur Wells, mais pas beaucoup plus longtemps. Son dernier écho montrait une tension importante. Qu'en est-il des plans de paiement? A demandé Kellen pour la 3e fois. Je peux mettre l'entreprise en garantie. Le docteur Wells secoua la tête. Je suis désolé, Kellen. La politique de l'hôpital exige le paiement d'avance pour ce type d'intervention. L'équipement à lui seul coûte. Je sais ce que ça coûte. La voix de Kellen était tendue. Donne-moi juste un peu plus de temps, je vais trouver une solution. Le docteur Wells posa une main sur son épaule. Il existe des organisations caritatives qui pourraient aider. Laissez mon bureau vous mettre en contact avec notre conseiller financier. Pendant le trajet vers l'église du pasteur Will, Brier s'est assoupi sur la banquette arrière, épuisé par les examens de la matinée. Kellen lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, remarquant la teinte bleuâtre de ses lèvres qui apparaissait chaque fois qu'il était fatigué. Le temps était compté. Le pasteur Will les a rencontrés dans son bureau, une pièce modeste avec des livres bordant les murs et des dessins d'enfants épinglés sur un tableau d'affichage. Il salua Brier chaleureusement, lui offrant des crayons et du papier à une petite table dans un coin. Jessa m'a dit ce qui s'est passé. Il a dit à Kellen une fois Brier occupé. Je suis vraiment désolé. Désolé, je ne paie pas la chirurgie cardiaque. Kellen a répondu puis a immédiatement regretté son ton. Je m'excuse, je n'ai pas dormi beaucoup, c'est compréhensible. Le pasteur S.E. penchera en avant. Kellen, je sais que tu n'as jamais été à l'aise avec la charité de l'Église. Je ne suis pas là pour un cadeau, non, tu es là pour ton fils. La voix du pasteur était ferme mais gentille, et parfois être un bon père signifie accepter l'aide lorsqu'elle est offerte. Kellen regarda ses mains. De quelle aide parlons-nous? L'Église dispose d'un fonds d'urgence. Cela ne couvrira pas tout, mais pourrait faire une brèche. Et si vous le permettez, j'aimerais partager votre histoire, de manière anonyme bien sûr, avec la congrégation. Beaucoup d'entre eux connaissent Brier depuis sa naissance. Ils veulent t'aider. La fierté luttait contre la nécessité dans la poitrine de Kellen. J'ai toujours payé pour moi, et maintenant tu paies pour l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Le pasteur a dit sans embâge. Ce n'est pas juste envers vous ou envers Brier. La vérité des mots frappa durement Kellen. Il jeta un coup d'œil à son fils dessinant joyeusement à table, ignorant que son avenir était en jeu dans cette conversation. Ok, dit-il finalement, mais je veux y travailler d'une manière ou d'une autre.
Entretien supplémentaire autour de l'église. Quoi? Le pasteur Will sourit. Le toit a besoin d'être réparé. Pour la première fois depuis des jours, un petit poids se souleva des épaules de Kellen. Ce n'était pas suffisant, pas du tout, mais c'était un début. Alors qu'il partait, Brier tendit au pasteur qui dessinait. C'est notre famille, a-t-il expliqué. Kellen regarda par-dessus son épaule. La photo au crayon montrait 3 personnages de grande taille, un étiqueté papa, un petit étiqueté moi et un 3e personnage se tenant à l'écart des autres étiquetés maman à Paris. Les yeux du pasteur Will rencontrèrent ceux de Kellen par-dessus la tête de Briard. C'est un beau dessin, dit-il au garçon. Merci de l'avoir partagé avec moi dans la voiture. Kellen a demandé, comment saviez-vous que maman était à Paris? Brier a bouclé sa ceinture de sécurité. J'ai entendu Miss Gessa parler au téléphone. Elle a dit, maman a pris notre argent pour aller à Paris avec un homme inconnu. Il leva les yeux. Trop grave pour un enfant de 7 ans. Est-ce que Paris est sympa, papa? Kellen agrippa les volantes. Je n'y suis jamais allé. Si maman aime ça là-bas, ça doit être sympa, raisonna Brier. Peut-être pourrons-nous lui rendre visite un jour quand mon cœur ira mieux. Kellen démarra la voiture, incapable de répondre, incapable d'anéantir les espoirs de son fils face à la réalité que sa mère avait choisi Paris pour sa vie. 2 semaines après le départ de Monica, Kellen se tenait devant le bureau financier de l'hôpital, un dossier de documents à la main. L'opération était maintenant dans 8 jours et il lui manquait encore 18 000 $. Je suis désolé, monsieur Royce. A déclaré le conseiller financier, en examinant sa demande, vous avez déjà obtenu l'aide maximale permise par notre programme. Sans le solde restant, nous devrons reporter la procédure. Reporter jusqu'au moment où Kellen l'a demandé, même s'il connaissait déjà la réponse. Jusqu'à ce que l'obligation financière soit remplie. Elle lui lança un regard sympathique. Avez-vous pensé à un site de collecte de fonds médicaux? De nombreuses familles dans votre situation réussissent avec eux. Dehors, sur le parking, Kellen a appelé la seule personne qui répondait toujours. Ils ne bougeront pas. Il a dit à Gessa, il me manque encore 18 000 $. Que diriez-vous de vendre le camion, a suggéré Gessa, ou certains de vos équipements déjà répertoriés, tous 2 en ligne. Cela pourrait nous rapporter 10 autres, si j'ai de la chance. Kellen s'appuya contre son camion et regarda la pluie commencer à tomber. Je pourrais vendre le bâtiment du magasin, mais cela prendrait des semaines pour fermer. Et les parents de Monica? Tu les as appelés? Ils sont aussi fauchés que nous, et sa sœur a déjà clairement indiqué de quel côté elle était. Kellen avait reçu un email cinglant de la sœur de Monica l'accusant d'avoir chassé Monaco en raison de sa concentration obsessionnelle sur l'état de Briard. Le sermon du pasteur Will hier a permis de récolter près de 3000 personnes, a proposé Gessa et la collecte de fonds en ligne s'élève à environ 2000 personnes. Ça gagne du terrain. Ce n'était pas suffisant. Rien n'était suffisant. Kellen avait déjà vendu sa moto, mis en gage la montre de son grand-père, annulé tous ses abonnements et accepté des travaux de soudure le week-end. Il avait postulé à tous les programmes d'aide financière disponibles. Il avait ravalé sa fierté et accepté la charité, et cela ne suffisait toujours pas. Je vais trouver une solution, dit-il, n'y croyant pas lui-même. Merci d'être venu chercher Brier à l'école aujourd'hui. Je dois aller au prêteur sur gage et voir ce que je peux vendre d'autre. Cette nuit-là, après que Brier se soit endormi, Kellen s'est assis au milieu des ruines de sa fierté. Le prêteur sur gage lui avait donné 600 $ pour les bijoux de Monica, les pièces qu'elle avait laissées derrière elle, y compris sa bague de fiançailles. Il avait vendu certains de ses outils et accepté une avance de fonds d'un client. Au total, il avait rassemblé 2800 $ supplémentaires aujourd'hui. Il lui manque encore plus de 12 000 $. À 6 jours de la fin, son téléphone s'est allumé avec un SMS provenant d'un numéro avec un indicatif de pays français. Passé un moment des plus incroyables. La tour Eiffel est encore plus belle qu'en photo. J'espère que tout va bien avec Bi. La rage a envahi Kellen après 2 semaines de silence. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Il a répondu, l'opération a été reportée. Il nous manque 12 000 $ à cause de vous. J'espère que Paris vaut la vie de notre fils. Il appuya sur envoyer avant de pouvoir réfléchir à autre chose. Presque immédiatement, 3 points apparurent, puis disparurent. Aucune réponse ne vint, mais un coup à la porte le fit sursauter. Il était presque minuit. Qui viendrait en visite à cette heure? Il ouvrit la porte pour trouver Gessa, une grande enveloppe dans les mains et la détermination sur le visage. J'ai une idée, dit-elle en entrant. Et avant de dire non, écoute-moi. Elle étala des documents sur la table de la cuisine, des imprimés sur le tourisme médical, des informations sur un chirurgien cardiaque au Mexique qui pratiquait la même procédure pour une fraction du prix, des témoignages de parents qui avaient emmené leurs enfants.
C'est toujours cher, mais rien de comparable à ce qu'ils veulent ici, a-t-elle expliqué, et ils n'exigent pas de paiement d'avance, juste un dépôt. Kellen étudia les papiers. Comment savoir s'il est légitime que ce médecin soit qualifié? Il s'est entraîné à Johns Hopkins et j'ai parlé avec 2 familles qui sont allées le voir l'année dernière. Les 2 enfants vont très bien maintenant. L'espoir vacilla pour la première fois. Depuis des jours. Même si cela fonctionne, comment y arriver alors que c'est l'autre partie? Jessa bougea inconfortablement. J'ai des économies d'environ 20 000. C'est pour un acompte sur une maison. Mais elle croisa son regard. Brier en a plus besoin que moi d'une maison. Kellen la regarda, sans voix. J'ai ça, je ne peux pas te le demander. Tu ne demandes pas, je te le propose. Elle tendit la main par-dessus la table et lui saisit la main. Leistet's moi eider Kellen, Silvaus plé. Le poids de ce qu'elle offrait s'écrasa sur lui. Ce n'était pas un petit don de charité ou une cocotte déposée pour aider pendant une période difficile. C'était son avenir. Elle mettait en attente pour son fils. Je te rembourserai. Il a promis chaque centime. Je sais que tu le feras. Elle a souri, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Pourquoi tu fais ça? Ses yeux s'adoucirent. Parce que Brier mérite une chance, parce que vous êtes tous les 2 une famille pour moi, parce que c'est la bonne chose à faire. Kellen sentit quelque chose craquer en lui. La coquille dure d'autonomie qui l'avait permis de fonctionner depuis le départ de Monica. Une seule larme s'échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Merci, murmura-t-il, des mots tout à fait inappropriés. Ne me remercie pas encore, dit Jessie en lui serrant la main. Nous avons encore beaucoup de détails à régler, mais nous le ferons ensemble. Pour la première fois depuis 2 semaines, Kellen a dormi toute la nuit. L'église était vide, à l'exception de Kellen et du pasteur Will. La lumière du petit matin filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur les bancs usés. Kellen était assise au dernier rang, la tête baissée, non pas en prière mais épuisée. « Je ne t'ai pas vu ici aussitôt depuis toujours. » dit le pasteur Will. Assis à côté de lui, je n'arrivais pas à dormir. Kellen s'est frotté le visage. Le médecin mexicain veut un dossier médical. Le cardiologue de Briard ne le libérera pas sans une recommandation formelle. La compagnie aérienne a besoin d'une note du médecin autorisant Brier à voyager. L'hôtel près de l'hôpital veut une caution. Le pasteur hochera la tête. Cela obtient plus de signes que c'est une idée terrible. La voix de Kellen a craque. Quel genre de père emmène son enfant malade dans un autre pays pour une intervention chirurgicale à taux réduit? Et si quelque chose ne va pas? Et si ça se passe bien? Kellen leva les yeux. Quoi? Et si ça se passe bien? Le pasteur se répétera. Et si ce médecin est exactement dont Brier a besoin? Et si c'était le chemin qui vous était destiné? Je ne crois pas à ne plus être. Alors croyez en vous. La voix du pasteur était ferme. Vous avez déplacé des montagnes pour aller aussi loin. Vous en déplacerez quelques autres pour obtenir le reste du chemin. Kellen secoua la tête. Je ne suis pas des montagnes pour bouger. Les économies de Jess couvriront la chirurgie et les voyages, mais à peine s'il y a des complications, si nous devons rester plus longtemps. Il s'éteint. J'ai vendu tout ce qui mérite d'être vendu. Je travaille toutes les heures. Je ne suis pas avec Brier. J'ai accepté la charité de personnes qui peuvent à peine se permettre de le donner, et ce n'est peut-être pas suffisant. Vous avez peur que le pasteur sera observé. Bien sûr, j'ai peur que mon fils puisse mourir parce que sa mère a volé son avenir et s'est enfuie à Paris. La voix de Kellen résonnait dans l'église vide. Je suis terrifié chaque jour. Pourtant, vous vous levez tous les matins et vous vous battez pour lui. C'est du courage, Kellen. C'est la foi. La foi en quel Dieu? Où était Dieu quand Monica a vidé notre compte? Où était-il quand Brier est né? Avec un demi-cœur qui travaille, le pasteur Will n'a pas tressailli à la colère là où il est maintenant à côté de vous, travaillant avec des gens comme Jessa, comme les membres de la congrégation qui ont fait un don, comme le médecin au Mexique qui est prêt à aider. Kellen rit amèrement. Dieu travaille donc à travers les gens, mais pas à travers des comptes bancaires ou des vannes cardiaques. Parfois, le chemin dont nous nous sommes donnés n'est pas celui que nous choisissons. Le pasteur placera la main sur l'épaule de Kellen, mais cela ne signifie pas que nous le marchons seuls. Je me sens seul. L'admission a coûté à Kellen le peu de fierté qu'il avait laissé. J'ai l'impression de lui faire défaut. Vous n'avez pas échoué jusqu'à ce que vous cessiez d'essayer, le pasteur se tiendra et je ne vous vois pas vous arrêter de sitôt. Je suis tellement en colère, chuchota Kellen à Monica, à moi-même, pour ne pas l'avoir vu venir, au monde, pour être si injuste pour un enfant innocent. La colère est du carburant, le pasteur va régler. Utilisez-le pour continuer, ne pas vous brûler. Kellen leva les yeux vers la croix suspendue au-dessus de l'autel. Il ne croyait pas,
ne pouvait pas croire en un Dieu qui laisserait son enfant souffrir pendant que sa femme dansait à travers Paris. Mais peut-être que le pasteur avait raison sur une chose, peut-être qu'il n'avait pas à faire cela seul. Je ne sais pas comment accepter l'aide, a-t-il admis. J'ai toujours été que les gens comptent, pas l'inverse. Ensuite, il est temps d'apprendre, le pasteur sourit. Vous survivez en debout, Kellen, pas en mendiant, mais parfois debout signifie laisser les autres aider à vous retenir. Le mot a coulé en simple mais profond. Kellen avait été tellement concentré sur tout faire lui-même, à être les deux parents, à compenser l'absence de Monica, qu'il avait oublié qu'il n'était pas censé porter ce fardeau seul. La configuration de GoFundMe a atteint 5000 personnes hier soir, a ajouté le pasteur, et le conseil de l'église a voté pour le faire correspondre. La tête de Kellen s'est cassée, 10 000, juste comme ça. Comme ça. Le pasteur sourira. Les gens veulent t'aider. Kellen, leistet's. Pour la première fois depuis des semaines, Kellen a ressenti autre chose que la rage et la peur, quelque chose qui pourrait, avec le temps, devenir de l'espoir. Kellen a reçu la carte postale un mardi. Une image brillante de la tour Eiffel, les mots souhaitent que vous soyez ici, imprimés dans un script fantaisie au dos, l'écriture manuscrite de Monica. Tout est beau ici, la nourriture, l'architecture, les gens. Rémi connaît tout le monde. Nous restons dans un petit appartement à Montmartre. Je respire enfin à nouveau. Dis-moi que je l'aime. Et oh, mentionner l'argent qu'elle avait volé. Pas de questions sur la chirurgie ou la santé de Briard, juste des observations touristiques et superficielles sur une ville construite sur l'argent des autres. Kellen a déchiré la carte postale en deux et l'a jetée dans la poubelle. En 3 jours, lui et Brier se rendraient au Mexique pour la chirurgie. Grâce aux dons de l'église, aux économies de Jess et à son propre travail implacable, ils en avaient assez pour la procédure et 2 semaines de récupération dans un modeste hôtel. Près de l'hôpital. Si tout se passait bien, Brier reviendrait avec un cœur réparé et une chance dans une enfance normale. Mais si tout se passait bien, cette nuit-là, après que Brier dormait, Kellen s'est laissé un rare moment de faiblesse. Il a ouvert son ordinateur portable et a tapé Monica Royce, Paris dans la barre de recherche. Le compte Instagram de Rémi Calder est apparu immédiatement là. Elle était, Monica, sa femme, la mère de son enfant, posant sous la tour Eiffel, sirotant du vin dans les cafés de trottoir, riant sur les marches de Sacre-Cœur. Dans chaque photo, elle avait l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait vue depuis des années. Des moments volés, jeunes, animés, volés avec de l'argent volé, le bonheur acheté avec l'avenir de son fils. Il a cliqué sur les photos, se torturant avec chacun. Monica dans les musées, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, toujours souriant, toujours sans les lignes d'inquiétude qui avaient marqué son visage à la maison, toujours sans le fils qui la demandait, tous les soirs avant de se coucher. Puis il a vu une photo publiée il y a quelques heures à peine. Monica seule à une table de café, son expression n'est plus insouciante. La légende disait, parfois, le paradis n'est pas ce qu'il semble. La vérité fait mal aux instincts #Trustio. Le fantasme avait-il commencé à craquer? Rémi avait-il montré ses vraies couleurs? Kellen a découvert qu'il s'en fichait. Quoi qu'il se passait à Paris, c'était trop peu, trop tard. L'argent avait disparu, les dégâts ont été causés. Il a fermé l'ordinateur portable et est allé vérifier Brier, qui dormait paisiblement, son tigre en peluche se serra à sa poitrine. Kellen a touché le front de son fils. Pas de fièvre ce soir, un bon signe avant leur long voyage. Nous allons aller bien, mon pote, chuchota-t-il. Vous et moi contre le monde. 3 jours plus tard, alors qu'il montait sur le vol vers le Mexique, le téléphone de Kellen a bourdonné d'un texte d'un numéro inconnu, N-Money. Les choses ont mal tourné. Pouvez-vous câbler $500? Nous expliquerons tout, s'il vous plaît. Kellen a éteint son téléphone sans répondre et a pris la main de son fils. Quelle que soit la tempête qui se préparait à Paris, ce n'était plus pour l'attendre. 5 semaines après le départ de Monica, Kellen s'est arrêté dans l'allée de leur appartement au-dessus de l'atelier de soudage, Brier somnolent sur le siège arrière. L'opération au Mexique avait réussi, mieux que réussi, selon le chirurgien cardiaque qui l'a effectué. La couleur de Briard était meilleure, son énergie s'améliorant quotidiennement. Pour la première fois depuis des années, Kellen a osé imaginer un avenir où son fils pourrait courir et jouer sans que ses lèvres ne deviennent bleues. Quelque chose n'allait pas. Une silhouette était assise sur les marches menant à leur appartement, une femme aux épaules à cheveux noirs courba une valise à ses pieds. Les mains de Monica Kellen se resserrèrent sur le volant de toutes les fois pour qu'elle revienne, elle avait choisi le moment exact qui n'était pas là, le moment exact qu'il se battait pour réparer ce qu'elle avait brisé, qu'il a garé mais n'est pas sorti immédiatement. Dans un rétroviseur, il pouvait voir Briard commencer à remuer, clignant des yeux endormis. Sommes-nous à la maison, papa? Ouais, mon pote, nous sommes à la maison. Kellen se tourna dans son siège. Écoutez, il y a quelqu'un à l'extérieur.
J'ai besoin que tu restes dans la voiture pendant 1 minute pendant que je leur parle. D'accord? Brier a épargné le coup pour voir. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Maman, la maison de maman. L'espoir dans sa voix traversa Kellen comme un couteau. Malgré tout, l'abandon, l'argent volé, les semaines de silence, brillaient toujours illuminés à la vue de sa mère. Attendez ici. Kellen s'est répété plus fermement. Cette fois, s'il vous plaît. Il sorta du camion et Monica se leva. Elle avait l'air diminuée, en quelque sorte plus mince. Ses vêtements coûteux ridés, ses cheveux reculés en queue de cheval désordonnée. La femme insouciante des photos d'Instagram avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait n'avoir pas dormi depuis des jours, Kellen. Elle a commencé à faire un pas vers lui. J'essaie de t'appeler depuis des jours. Nous étions hors du pays. Sa voix était plate pour la chirurgie de Briard. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous l'avez toujours fait. Comment? Non, merci à vous. Il a dépassé elle pour déverrouiller la porte de l'appartement. Que fais-tu ici, Monica? Elle jeta un coup d'œil au camion où Brier regarda à travers la fenêtre. Pouvons-nous parler à l'intérieur, s'il vous plaît? Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous avez volé notre fils et vous êtes enfui avec un autre homme. La fin. Ce n'était pas comme ça. Sa voix craquait. Rémi. Il m'a convaincu que nous doublerions l'argent grâce à des investissements que nous revenons avec suffisamment pour la chirurgie de Briard et plus encore. Kellen se tourna pour lui faire face incrédule. Et vous croyez qu'un homme que vous avez rencontré dans un bar a promis de doubler votre argent et que vous avez remis le fonds de chirurgie de notre fils? Sans aucun doute, j'étais stupide, a-t-elle admis, des larmes se formant si stupides. Je pensais que je ne sais pas quoi. Je pensais que je pourrais avoir une aventure et tout réparer en même temps. Où est Rémi maintenant? Monica détourna les yeux. Parti. Vous avez pris mon passeport, mes cartes de crédit, la plupart de l'argent m'a laissé bloqué à Paris. Alors tu es revenu parce que tu n'avais nulle part où aller. La voix de Kellen était froide. Non pas parce que vous avez manqué votre fils, non pas parce que vous avez regretté ce que vous avez fait, mais parce que votre fantasme s'est effondré. Ce n'est pas vrai, elle a protesté. Brier me manque tous les jours. Tu m'as manque. Sauvegardez-le. Kellen regarda le camion, où Brier devenait de plus en plus agité. Vous pouvez rester ici ce soir. Je vais emmener Brier chez Jess, mais demain vous devez trouver ailleurs pour y aller. C'est aussi ma maison, plus maintenant. La voix de Kellen était finale. Pas après ce que vous avez fait, papa Brier a appelé du camion, incapable de se contenir plus longtemps. Puis-je sortir maintenant? Je veux voir maman. Kellen ferma brièvement les yeux, puis hocha la tête. Brier s'est détourné du camion et a couru vers eux, ses mouvements déjà plus fluides et moins laborieux qu'avant la chirurgie. Maman, cria-t-il, se jetant sur Monica. Tu es de retour. Avez-vous vu la tour Eiffel? Tu m'as apporté quelque chose. Monica s'agenouilla pour le serrer dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Tu m'as tellement manqué, chuchota-t-elle. Tellement au-dessus de la tête de Briard, ses yeux ont rencontré celui de Kellen, plaidant, désespéré. Il détourna les yeux. Briez, entrez à l'intérieur et obtenez votre sac à dos. Il a dit que nous allons rester chez Miss Jess. Ce soir, mais maman vient de rentrer à la maison. Brier a protesté, je veux rester avec elle, Brier. La voix de Kellen n'a fait aucun argument. Allez prendre votre sac à dos maintenant. À contre-cœur, Brier est entré à l'intérieur, les laissant à nouveau seuls. Kellen, s'il vous plaît? Monica a commencé. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais je veux faire les choses correctement. Je ferai n'importe quoi. Pouvez-vous redonner les semaines de terreur? Je me sentais ne pas savoir si notre fils vivrait ou mourrait. Pouvez-vous retourner l'argent que vous avez volé? Pouvez-vous annuler le moment où notre enfant de 7 ans m'a demandé si sa mère avait pris l'argent pour son cœur? La voix de Kellen était faible mais intense, car à moins que vous ne puissiez faire ces choses, il n'y a rien à dire. Il a demandé que le visage de Monica se froissait. Oh mon Dieu, se nettoyer avant qu'il ne revienne. Kellen a conceal Freudment. Il n'a pas besoin de vous voir comme ça. Lorsque Brier est revenu avec son sac à dos, Monica avait essuyé ses larmes et s'était plâtrée sur un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Je te verrai bientôt, d'accord, a-t-elle dit à Brier en le serrant à nouveau dans ses bras. Je promets. Demain, a demandé Brier, espérons-le. Monica jeta un coup d'œil à Kellen, qui a fait un léger signe de tête. Pour l'amour de Briard, il ne refuserait pas ses visites, mais c'était tout ce qu'elle obtiendrait demain, a-t-elle confirmé. Je viendrai te voir chez Miss Jess. Alors qu'il s'éloignait, Brier a agité frénétiquement par la fenêtre. Dans le rétroviseur, Kellen pouvait voir Monica se tenir seule sur les marches.
La porte s'est fermée derrière elle. Nulle part à partir qu'il ressentait. Aucune satisfaction dans sa misère, seulement une lourdeur profonde et la certitude qu'elle ne comprendrait jamais la profondeur de sa trahison. Paris n'avait pas été le paradis, mais leur maison n'était plus la sienne. Alors elle vient de se présenter. Jessa a mis une tasse de café devant Kellen à sa table de cuisine. Pas d'avertissement, pas d'appel, rien. Apparemment, elle a essayé de me joindre pendant que nous étions au Mexique. Kellen enroula ses mains autour de la tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts perpétuellement froids. Son petit ami a décollé avec tout, de l'argent, passeport, aux travaux. Karmique justice, marmonna Jessa, puis regarda vers la chambre d'amis où Brié dormait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Kellen regarda son café. Légalement, elle a autant droit à l'appartement que moi. Son nom est sur le bail, les documents commerciaux, tout. Après ce qu'elle a fait, il doit y avoir un recours. Je rencontre un avocat la semaine prochaine, mais pour l'instant, il soupira. Pour l'instant, je dois me concentrer sur Brié. Le médecin a déclaré que le premier mois après la chirurgie était critique. Il a besoin de stabilité, de repos, de médicaments réguliers. Il a besoin de sa mère, dit doucement Jessa. La tête de Kellen se releva. Elle l'a abandonné, lui a volé, l'a quitté. Je sais ce qu'elle a fait. Jessa a interrompu, et je ne la défends pas, mais Brié l'aime. Il la demande tous les jours depuis son départ. Alors je suis censé lui pardonner. Faites semblant que rien ne se soit passé, accueille-la à bras ouverts. Non, mais pour le bien de Briard, vous devez trouver un chemin à suivre qui ne le déchire pas en deux. Kéla savait qu'elle avait raison. Malgré sa colère, la rage qui brûlait toujours comme de l'acide dans sa poitrine. Il ne pouvait pas nier à Brié une relation avec sa mère, même si cette mère s'était révélée indigne du titre. Son téléphone a bourdonné d'une notification. Le pasteur Will avait partagé leur page de collecte de fonds, encore une fois, cette fois avec une brève mise à jour sur la chirurgie réussie de Briard. La section des commentaires a été inondée de biens et de dons continus, de personnes célébrant le rétablissement de Briard et offrant un soutien à la longue route à venir. Le GoFundMe a réussi 20 000, a déclaré Kellen, montrant à Jessa l'écran, même si la chirurgie est déjà terminée. Les gens veulent aider. Jessa is sorry. Et ils savent que les factures médicales ne s'arrêtent pas après la procédure. Le total était suffisant pour rembourser Jessa ses économies et couvre Briares post-opérative care. Je ne sais pas comment remercier tout le monde, a-t-il admis. Cela ne me vient pas naturellement. Continuez à faire ce que vous faites, et tant le père Brié a besoin. Jessa tendit la main à travers la table et serra sa main. Le reste fonctionnera. Kellen n'était pas si sûr. Pas avec le dos de Monica qui complique tout, pas avec le cœur fragile de Briard toujours guérissant, pas avec l'entreprise à peine accrochée après des semaines de négligence. Mais pour la première fois depuis des mois, il s'est permis de croire que peut-être, juste peut-être, il passerait. Le lendemain matin, Kellen a emmené Brié à son rendez-vous de suivi avec leur cardiologue ordinaire. Le docteur Maurice a examiné les notes chirurgicales du Mexique avec une surprise non déguisée. C'est un travail impressionnant, a-t-il admis, mieux que ça quoi je m'attendais honnêtement. Alors il va aller bien. Kellen a posé la question qu'il avait consommée depuis 7 ans. Le docteur Maurice a souri à Brié, qui jouait avec un stéthoscope jouait sur la table d'examen. À moins de complications, je dirais que son pronostic est excellent. Il aura besoin de contrôles annuels, bien sûr, et surveillera de près son développement, mais cette réparation devrait le durer bien à l'âge adulte. Le soulagement qui a inondé Kellen était si intense qu'il devait saisir le bord de sa chaise pour rester droit. Brié vivrait, il grandirait, il aurait un avenir. Qu'en est-il des restrictions d'activité? Il a demandé une fois qu'il pouvait faire confiance à sa voix. Prenons le lendemain pendant les premiers mois, pas de sport de contact pour le moment. Mais en été, il devrait être en mesure de faire la plupart des choses que d'autres enfants peuvent faire. Le docteur Maurice a tapoté l'épaule de Brié. Peut-être même des cours de natation, si vous le souhaitez. Les yeux de Briard s'écarquillèrent. Vraiment, les enfants de l'école savent déjà nager. Vraiment, le docteur Moore a confirmé, vous allez être très bien jeune homme. Sur le chemin de Jess, Brié a bavardé avec enthousiasme à propos de la natation et du football et de toutes les choses qu'il n'avait jamais été autorisé à essayer. Kellen a écouté, son cœur plein, son esprit planifiant déjà l'avenir qu'ils avaient combattu si fort à sécuriser, qu'un avenir qui incluait maintenant Monica. Qu'il le veuille ou non, elle attendait chez Jess. Quand ils sont arrivés, assis maladroitement sur le porche, elle s'était nettoyée depuis hier, les cheveux soigneusement coiffés, portant des vêtements qu'Hélène reconnut de leur placard à la maison. Brié a couru vers elle. Immédiatement, lui montrant que l'autocollant que le docteur Maurice lui avait donné. « Écoutez,
J'apprends la natation cet été. Monica le serra étroitement dans ses bras, ses yeux rencontrant Kellen au-dessus de la tête de leur fils. C'est merveilleux, ma chérie, je suis tellement heureuse pour toi. Kellen hocha la tête brièvement vers elle, puis se tourna vers Jessa qui allait vers le porche. Bonne nouvelle du médecin. Le cœur de Briard va très bien. Bien sûr, Jessa sourit. C'est un combattant, comme son père. L'aspect de la douleur qui a traversé le visage de Monica à cet échange occasionnel n'a pas échappé à la note de Kellen. Elle était un étranger maintenant en regardant l'unité familiale fonctionner sans elle. Kellen, Brier et Jessa, une équipe de fortune qui s'était formée à son absence. Puis-je vous parler? Demanda Mónica en privé Kellen. Il hésita puis hocha la tête. Brier, pourquoi ne montrez-vous pas mademoiselle Jessie votre nouvel autocollant? Nous reviendrons tout de suite. Il se dirigeait vers le bord de la petite cour de Jess, assez loin pour que Brier ne puisse pas les entendre. Je suis allé à la banque, commença Monica. Ils ont gelé le compte conjoint lorsque vous avez signalé le retrait non autorisé. Mais j'ai toujours mon compte personnel. Il n'y a pas grand-chose, mais j'ai tout retiré. C'est un début à vous rembourser. Elle lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur était inférieur à $2000, une pitoyable fraction de ce qu'elle avait pris. La chirurgie a déjà payé, a déclaré Kellen, ne faisant aucun déménagement pour prendre l'argent. Merci aux gens qui se soucient réellement de Brier. Monica tressaillit mais persistait. Ensuite, utilisez-le pour son rétablissement ou pour tout ce dont il a besoin, s'il vous plaît. Kellen, j'ai besoin de faire quelque chose pour le faire. Sa voix était calme mais ferme. Ce que vous avez fait ne peut pas être défait avec quelques milliers de dollars. Alors dites-moi ce que je peux faire. Le désespoir bordait ses mots. Je sais que j'ai foiré, pire que gâché. J'ai fait quelque chose d'impardonnable, mais il est toujours mon fils et moi. Elle s'est arrêtée puis a continué d'une voix plus petite. Je l'aime toujours. Et toi, Kellen, ris sans humour. Amour, c'est ce que vous appelez voler votre enfant mourant, abandonnant votre famille pour des vacances fantastiques? Je ne pensais pas clairement. Je me noyais Kellen tous les jours, le regardant lutter, sachant que cela pourrait ne jamais s'améliorer, la peur constante, les factures médicales que je viens de briser. Nous nous noyons tous. Kellen a répliqué, mais le reste d'entre nous n'a pas saisi le radeau de sauvetage et laissé tout le monde couler. Je sais que des larmes ont renversé les joues de Monica. Je sais, et je me déteste pour ça, mais s'il vous plaît, ne me gardez pas de Brier. Je ferai n'importe quoi, thérapie, service communautaire, quoi que vous vouliez, ne me coupez pas de sa vie. Kellen regarda le Porsche où Brier montrait à Jessa quelque chose sur son iPad. Son petit visage animé d'excitation. Pour la première fois depuis son diagnostic à l'âge de 3 ans, il ressemblait à un enfant normal avec un avenir normal. Vous pouvez le voir, a décidé Kellen pour le moment. Mais vous ne retournez pas. Vous ne faites plus partie de notre vie quotidienne. Vous avez perdu cela juste lorsque vous avez choisi Paris plutôt que votre famille. Le soulagement et la douleur ont fait le visage de Monica. Et nous? Y a-t-il une chance? Non, le mot était définitif. Il n'y a pas de nous, Monica, plus maintenant. Elle hocha la tête, acceptant le verdict. Puis-je le revoir demain? J'ai promis que je lui apporterais quelque chose de Paris. Très bien, venez vers midi. Kellen se tourna pour partir, puis s'arrêta. Et Monica, si jamais vous le blessez à nouveau, si vous faites une promesse que vous ne tenez pas, si vous disparaissez sans avertissement, vous n'aurez pas d'autre chance. Comprenes. Je comprens. Elle serra les limites de l'argent à sa poitrine. Je ne le laisserai plus tomber, l'un ni l'autre. Kellen n'a pas pris la peine de la corriger. Elle l'avait déjà laissé tomber au-delà de la rédemption. Brier pourrait lui pardonner, pourrait l'accueillir à nouveau avec l'amour inconditionnel que seul un enfant pourrait offrir. Mais Kellen ne lui ferait plus jamais confiance, ne compterait plus jamais sur elle, ne la voyait jamais comme la femme qui avait été disposée à sacrifier leur fils pour un fantasme parisien. Cette nuit-là, après que Brier dormait, Jessa a trouvé Kellen sur son porche arrière regardant les étoiles. « Ça va ?» a-t-elle demandé, le rejoignant sur les marches. Y arrivé? Il la regarda. Merci de nous avoir permis de nous écraser ici. Nous devrions pouvoir retourner dans l'appartement dans quelques jours. Monica a trouvé un endroit avec Loretta. Vous êtes les bienvenus ici tant que vous en avez besoin. Jessa a tiré son pull plus fort contre le froid du soir. Vous tous deux. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, le genre qui ne vient qu'avec une véritable amitié. Le GoFundMe est toujours en cours, a déclaré Jessa finalement. Le pasteur pense qu'il pourrait atteindre 30 000 à la fin de la semaine. C'est incroyable. Kellen secoua la tête avec émerveillement. Je ne m'attendais pas. Je sais que tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi les gens veulent t'aider.
Elle se cogna doucement son épaule avec la sienne. Vous faites de même pour l'un d'eux qui le ferait. Il a réalisé qu'après cette expérience, il n'hésiterait plus jamais à aider quelqu'un dans le besoin, à ne jamais juger quelqu'un pour avoir accepté de l'aide. La fierté était un luxe pour ceux qui n'avaient jamais fait face à tout perdre. Briller va aller bien, dit Jessa doucement. Vous êtes tous les deux. Kellen la regarda. Cette femme qui était son amie depuis son enfance, qui s'était tenue à côté de lui quand tout le monde avait faibli, qui lui avait offert des économies sans hésitation à sauver son fils. En sa présence constante, il a trouvé une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Oui, il a accepté, le croyant. Pour la première fois. Nous sommes 2 mois après la chirurgie de Briard. La vie s'était installée dans un nouveau rythme. Kellen avait rouvert l'atelier de soudage, travaillant des heures réduites afin qu'il puisse être à la maison. Lorsque Brier est revenu de l'école, la santé de Briard s'est améliorée quotidiennement. Ses lèvres ne sont plus devenues bleues avec un effort. Il pouvait monter les escaliers sans s'arrêter pour se reposer et il rejoindrait même un cours de natation non compétitif au centre communautaire. Monica s'est rendue 3 fois par semaine, toujours sous l'œil vigilant de Jess. Elle a apporté de petits cadeaux, a aidé Briard à faire ses devoirs et a tenu ses promesses sur le moment où elle allait et venait. En surface, les choses étaient cordiales. Pour l'amour de Briard, Kellen a maintenu une distance polie et Monica a accepté les limites qu'il avait fixées. Sous la surface, cependant, la tension mijotait. Monica n'avait pas caché son désir de reconstruire leur famille. Chaque visite comprenait des conseils subtils sur son amélioration de la pleine conscience et de la responsabilité recommandée. Elle a trouvé un poste de soins infirmiers dans un autre hôpital et a loué un appartement à seulement 10 minutes. Tout dans sa vie tournait maintenant autour de prouver qu'elle pouvait lui faire confiance. Kellen lacheteit pas. Un jeudi après-midi pluvieux, il aidait Brier avec les devoirs scientifiques lorsque quelqu'un a frappé à la porte de l'appartement. Pas le robinet doux habituel de Monica, mais un coup ferme et insistant. « Je vais l'obtenir », a-t-il dit à Brier, en déposant le manuel. Loretta Flynn se tenait sur l'atterrissage, la pluie dégoulinant de sa veste en cuir. Son expression, un mélange de défi et de désespoir. « Nous devons parler », a-t-elle dit sans préambule, de ce que Kellen a fait. Pas de déménagement pour l'inviter. À propos de Monica, elle est en désordre, Kellen. Elle pleure pour dormir tous les soirs. Elle essaie si fort et vous ne donnerez pas de démangeaison. Pas mon problème. Loretta le dépassa dans l'appartement. C'est votre problème lorsque votre fils vous demande pourquoi sa maman ne peut plus vivre avec lui, quand elle fait tout correctement et que vous punissez toujours sa tante. Loretta? Brier a appelé de la table de la cuisine, son visage éclairant, et, gamin. Le comportement de Loretta a changé instantanément, s'adoucissant en traversant pour le serrer dans ses bras. Comment ce nouveau cœur vous traite-t-il génial? Je peux nager un tour entier maintenant sans m'arrêter. C'est incroyable. Elle ébouriffa ses cheveux, puis se retourna vers Kellen. Vous voyez, tout va mieux, tout sauf votre attitude. La mâchoire de Kellen est serrée. Brielle, pourquoi tu ne vas pas jouer un peu dans ta chambre? Tante Loretta et moi devons parler. Une fois que Brier était à portée de voix, Kellen a carrément affronté Loretta. Vous avez beaucoup de nerfs à venir ici. Vous l'aidez à partir. Vous encouragez le tout. Je ne savais pas qu'elle prenait l'argent de la chirurgie. Loretta a protesté. Je pensais qu'elle avait juste besoin d'une pause par semaine pour vider sa tête. Je n'ai jamais pensé qu'elle abandonnerait sa famille, voler son fils. La voix de Kellen était dangereusement silencieuse. Eh bien, elle l'a fait, et vous l'avez aidée, et maintenant j'essaie de vous aider. Loretta se pencha contre le comptoir. Elle est différente maintenant, Kellen. Ce qui s'est passé à Paris l'a changée. Rémi l'a nettoyée, l'a laissée bloquée dans un pays étranger où elle parlait à peine la langue. Elle a dû demander de l'aide à des étrangers, dormir dans une gare jusqu'à ce que je puisse câbler son argent pour un billet. Cela semble traumatisant, a déclaré Kellen sans sympathie, presque aussi traumatisante que de dire à votre enfant que sa mère l'a abandonné et a volé l'argent qui était censé lui sauver la vie. Loretta tres illit. Elle sait qu'elle a gâché Monumental, mais les gens méritent des deuxièmes chances, certaines personnes, pas toutes. Vous le cul autonome. La voix de Loretta est éleva. Vous agissez comme si vous n'aviez jamais fait d'erreur dans votre vie, comme si vous étiez un père parfait qui n'a jamais fait beaucoup d'erreurs, Kellen a interrompu. Mais je n'ai jamais abandonné mon enfant. Je ne lui ai jamais volé. Je ne me suis jamais choisi au-dessus de sa vie. Non, vous venez de choisir son état de santé plutôt que tout le reste, sur votre mariage, sur les besoins de Monica, sur tout semblant d'une vie normale. Les yeux de Loretta clignotèrent. Vous étiez tellement concentré sur le sauver que vous avez oublié de garder le reste de votre famille en vie. L'accusation a frappé plus fort que Kellen ne le voulait.
Avait-il été tellement consommé par la santé de Briard qu'il n'avait pas vu Monica se noyer? Selon lui, son accent résolu sur la chirurgie l'avait poussé vers l'évasion? Remy Offat? Non, il a refusé d'accepter ce récit. Beaucoup de parents ont eu des enfants chroniquement malades. Sans les voler et les abandonner, sortez. Il a dit simplement, quoi que vous veniez ici pour accomplir, cela ne se produit pas. Elle l'aime, Kellen, et malgré tout, elle vous aime toujours aussi. L'amour ne suffit pas. La confiance est essentielle. Le respect est essentiel. La fiabilité est essentielle. Kellen a déménagé à la porte et l'a tenue ouverte. Elle a détruit tout cela. Maintenant partez. Avant de dire quelque chose, je regretterai devant mon fils. Loretta a attrapé son sac mais s'est arrêtée à la porte. Elle déposait une garde partielle, juste pour que vous le sachiez. Elle ne veut pas, mais vous ne lui donnez pas le choix. Les mots ont atterri comme un coup physique. Elle veut me prendre maintenant. Elle veut être à nouveau sa mère, pleinement, pas seulement pendant les visites supervisées. La voix de Loretta s'adoucit. Il a besoin de vous deux, Kellen. Pensez à ce qui est le mieux pour lui, pas à ce qui convient à votre fierté blessée. Après son départ, Kellen se tenait dans la cuisine, les mains contre le comptoir, respirant profondément pour contrôler la rage et la peur qui le traversent. Procédure de garde, tribunaux, avocats, argent, il n'avait pas à épargner, même avec les généreux dons qui avaient sauvé la vie de Briard. Papa Brier est apparu dans la porte, inquiétude sur son petit visage. Êtes-vous en colère contre tante Loretta? Kellen a force ou en sourire. Non, mon pote, juste un désaccord adulte. Rien pour vous de vous inquiéter. Était-ce maman? Brier était trop perspicace pour sa propre bonne sorte de Kellen se sont agenouillés au niveau de son fils. Et, puis-je te demander quelque chose, et je veux que tu sois vraiment honnête, d'accord? Brier hocha la tête solennellement. Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses sont maintenant, avec maman visite quelques fois par semaine, mais vivre ailleurs? Brier a considéré cela avec un sérieux au-delà de ses années. J'aimerais qu'elle revivait avec nous, a-t-il admis. Mais j'aime ça. Elle n'est plus triste et tu n'es pas aussi en colère qu'auparavant. J'étais en colère tout le temps. Le regard direct de Briard était sans faille. Même avant le départ de maman, vous étiez toujours inquiet et fou de l'argent et des médecins et des trucs. L'observation a piqué avec sa précision. Avant la chirurgie, Kellen avait vécu dans un état constant de panique de bas grade, comptant les dollars, recherchant des traitements, travaillant des heures sans fin pour économiser pour une procédure qui pourrait ne jamais se produire. Il avait été tellement concentré sur le maintien de Brier en vie qu'il avait oublié de l'aider à vivre. Et maintenant, il a demandé, suis-je toujours en colère? Briar secoua la tête. Maintenant tu souris plus. Tu joues avec.